Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Vous avez vécu quelque chose de bizarre, quelque chose qui vous laisse plein de questions. Vous avez vécu peut-être un phénomène paranormal et vous n'osez pas en parler autour de vous de peur de passer pour un fou ou une folle. Eh bien, Les Aventuriers de l'étrange est là, cette émission est là pour vous écouter et peut-être vous aider à répondre aux nombreuses questions qui vous hantent. Avec mes deux invités, nous allons essayer d'apporter des réponses à vos questions et vous apprendre surtout que vous n'êtes pas seul à vivre des phénomènes étranges. C'est même quelque chose de relativement courant, même si on en parle peu. Vous le savez, cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour demander conseil aux deux spécialistes qui m'accompagnent ce soir jusqu'à minuit. Tout d'abord, sachez que le standard est à votre disposition au 0826 300 300. Morad vous y accueille. 0826 300 300. Vous pouvez également me contacter par SMS. Vous tapez sur votre portable Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre commentaire, votre question ou votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle et vous envoyez le tout au 71 200. Alors mes invités sont Pierre Macias, webmaster du site internet qui héberge toutes les archives concernant les aventuriers de l'étrange. Ce site a pour adresse psiland.org, psiland.org, le site donc où vous retrouverez toutes les émissions des aventuriers de l'étrange à télécharger. Pierre, bonsoir. Bonsoir Louis. Alors, Pierre, une triste nouvelle pour commencer, on y reviendra un petit peu plus tard tout à l'heure, mais ça concerne le monde de l'ufologie. Oui. On a reçu d'ailleurs le président de cette organisation belge qui a connu ses heures de gloire. La SOBEPS a une triste nouvelle à nous annoncer. Tout à fait, une très triste nouvelle. En fait, j'espère que nous n'en parlons pas avant l'heure, mais lors de la dernière réunion de la dernière assemblée générale de la SOBEPS, il a été décidé de mettre fin à l'association. Voilà, donc la SOBEPS va en fait disparaître en fin 2007, après avoir mis ses affaires en ordre, après avoir sorti un dernier numéro de Inforespace. Voilà, c'est une. J'espère qu'on reviendra auprès de Michel Bougard et de Monsieur Ferrine dans un futur proche. Ouais, pour en parler un petit peu plus en détail et peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour sauver cette association. En fait, elle s'arrête faute de ressources humaines et de ressources financières. Le problème, ce sont les associations actuellement, depuis plusieurs années, de manière générale. On trouve les responsables d'associations en général, ufologiques ou parapsychologiques, trouvent de moins en moins de personnes, de ressources humaines, de gens qui sont prêts à faire du travail sérieux, à s'impliquer de manière bénévole dans des associations. C'est peut-être même une situation courante pour de nombreuses associations. Oui, quel que soit leur domaine. Quel que soit leur domaine. Il semble que le bénévolat batte un petit peu de l'aile dans nos années. Ouais. On en reparlera un petit peu plus en détail donc avant la fin de cette émission. Pierre, tu vas m'accompagner donc pour écouter les différents témoins qui vont se succéder à l'antenne et répondre en partie du moins à leurs questions. Avec nous également ce soir, Renaud Évrard, membre du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Renaud, bonsoir. 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 Oula. Comment ça va, Renaud ? Oui, ça va, un petit essai de voix, mais c'est bon. Non, ça va. Et alors, si Pierre nous annonçait une triste nouvelle, à savoir la fermeture imminente de la SOBEPS, cette association belge concernant le domaine de l'ufologie, vous avez en revanche une très très belle nouvelle à nous annoncer. Oui, c'est plutôt l'ouverture imminente donc d'un service de consultation psychologique, mais on peut dire aussi parapsychologique, à l'Institut Métapsychique International sur Paris. Voilà. Donc ça, ce n'est pas absolument pas la nouvelle à laquelle je voulais faire allusion, mais plutôt au fait que votre famille s'agrandit. Enfin, s'est agrandie. Effectivement, oui. L'info devient nationale. Oui, l'info devient nationale. Oui. Et l'heureuse arrivée se prénomme Axel. Axel, magnifique.
Vous lui ferez des bises de notre part alors. Oui, pas de problème. Très bien. Vous risquez de l'entendre dans l'émission également. Eh ben, ce sera avec plaisir. Donc Pierre Massias et Renaud Évrard m'accompagnent jusqu'à minuit pour m'aider, m'épauler, pour vous écouter, avoir une oreille attentive et essayer de répondre à vos questions. Vous pouvez, vous le savez, donc m'appeler dès maintenant pour demander conseil à ces deux spécialistes qui m'accompagnent. Le standard est à votre disposition, je vous le rappelle. Morad est là pour vous écouter au 0826 300 300 et vous pouvez nous envoyer vos SMS en tapant Sud au préalable sur votre portable en laissant un espace. Rédigeons votre texte et l'envoyez au 71 200. Sud Radio. Témoignage. Premier témoin que j'ai le plaisir d'accueillir à l'antenne, Théophile nous appelle de la région du Pays Basque. Théophile, bonsoir. Bonsoir, c'est Théophile, oui. Théophile, oui, tout à fait. Vous êtes dans la région de Bayonne, hein, je crois. Oui, par là, oui, à côté de Bayonne, oui, pas trop loin. Bayonne. Vous êtes déjà passé dans cette antenne, dans les Aventuriers de l'étrange, Théophile, Oui. pour nous relater une sortie hors du corps que vous aviez vécue. Il y a combien d'années de cela à peu près? Bah, écoutez, c'était en 82 ou 83 ou 84, à peu près. Oui. 84, oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, pas mal d'années, ça nous fait 25, 26 ans à peu près. Voilà, oui. Si je Ça me calcule. rajeunit pas, oui. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Et alors, vous, ça s'est passé donc Chez moi, oui, dans ma maison. J'étais couché. Mhm. Je dormais avec ma femme, mon épouse, et on dormait, et puis voilà, puis d'un seul coup, je suis sorti de mon corps, quoi. Je suis monté au plafond. C'est bizarre, dans la position où j'étais couché. Ouais. Mhm. Je suis monté au plafond et puis j'ai fait tout mon appartement, quoi. J'ai fait toutes les chambres, et voilà, et je voyais tout comme en plein jour, mais c'était en pleine nuit, hein. Alors qu'il faisait nuit, oui, tout à fait. Oui, il faisait nuit, mais moi, chez moi, tout c'était clair, quoi. Enfin, tout était allumé. Et donc j'ai fait tous les appartements, j'ai vu tout le monde, mes enfants. À l'époque j'en avais 3. Mhm. Et là maintenant j'en ai 4, mais bon. Oui. Donc j'ai vu tout le monde et puis après je suis parti dans la cuisine et la fenêtre était ouverte dans la cuisine. Ouais. Hein, et donc j'ai vu la fenêtre ouverte, j'ai vu la rue, mais j'ai eu peur de partir par la fenêtre, D'être aspiré par un d'être courant d'air. aspiré, quoi, oui voilà, de m'envoler, de pas pouvoir rentrer à la maison, quoi. Ouais, ouais. Donc je suis revenu dans ma chambre mais le problème c'est que au lieu de rentrer dans mon corps où je suis parti, je me suis couché par terre sur la moquette, quoi. Mhm, mhm. Donc voilà, je me suis allongé par terre, je me suis reposé tout doucement, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'était une expérience un petit peu bizarre, quoi. Ah, pour le moins, Hein? oui. Vous nous l'aviez raconté lors Voilà. d'une séance qui était consacrée aux sorties hors du corps. Voilà. Mais la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir à nouveau nous relater vos expériences, c'est que après ce phénomène de sortie hors du corps que vous avez vécu, ça a déclenché chez vous certaines capacités, certaines sensibilités beaucoup plus affinées, hein. Plein de choses, oui, il y a des choses d'ailleurs que je comprends toujours pas. C'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu c'est-à-dire, j'arrive à deviner des choses, quoi, de voir des choses, surtout chez les gens. J'arrive à les connaître sans les connaître, quoi. J'arrive à. Bon, puis je me suis mis à peindre, je me suis mis. Je sais pas comment. Alors que, d'abord, faisons le point. Avant cette expérience de sortie hors du corps, vous ne peigniez pas, enfin vous ne faisiez pas de peinture. J'ai jamais. Non, j'étais pas bon en dessin ni rien. Je me suis mis à peindre. Je fais des tableaux. Ouais. Je sais pas comment je fais, mais je les fais. Et bon, puis chez les gens, j'arrive à deviner un petit peu, enfin, à voir un petit peu dans eux, quoi. Oui. J'arrive à deviner des choses qui, d'ailleurs, j'ai arrêté parce que ça me fait un petit peu peur, quoi. Alors, j'arrive à. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple on en a parlé avant que vous passiez à l'antenne. Par exemple, une histoire dramatique, malheureusement, mais vous étiez à un mariage et là, il vous est arrivé quelque chose. Ouais, j'étais à un mariage. Il y a mon épouse. On était à un mariage
Et puis il y avait une petite fille, un garçon, je me souviens pas ce que c'était. Enfin, elle était dans une poussette et puis elle avait une drôle de tête. Et puis c'était un mariage et moi j'étais un petit peu un petit peu gay quoi. Puis j'ai vu cette petite fille ou ces petits garçons puis je lui ai dit qu'est-ce qui t'arrive? Je lui parlais pas hein, et je lui ai dit tonton il va s'occuper de toi, t'es malade. Et donc j'ai dit à ses parents écoutez il faut vous occuper de lui parce qu'il est malade ce gosse. Mais non il a rien, il est fatigué parce qu'il y a un mariage. Et j'ai des témoins hein, puisque les amis sont tous là. Hein. Ouais. Et ils me disaient ils m'ont dit laisse tomber. Puis moi j'insistais bêtement quoi. Il faut voir les médecins, il faut voir parce qu'il est pas bien. Et puis effectivement 2 ou 3 jours après les amis ils m'ont appelé en me disant écoute le petit garçon il est mort quoi. Il avait décédé, je sais pas pourquoi, j'avais vu qu'il était pas bien et puis il me dit mais non c'est parce qu'il est fatigué, il est il est décédé quoi. Puis moi j'étais sûr qu'il avait quelque chose de grave quoi. Vous le sentiez au fond de vous-même? Ah oui, dès que je l'ai vu, je me suis mis à côté de lui, puis je lui ai parlé, et puis je lui ai dit, tonton, je lui disais tonton, mais je le connaissais pas, quoi. Ouais. Et tonton, il va s'occuper de toi, on était en fête, donc, mais moi, je savais qu'il avait quelque chose. Et ça arrive souvent, je sais pas, des choses, mais j'essaye d'arrêter je me comprends. Ça me fait peur. Mais est-ce que de voir les gens en face quoi. Est-ce que quand vous dites j'essaie d'arrêter, est-ce que c'est une sensibilité que vous réussissez à maîtriser, à dire aujourd'hui stop, je ferme le robinet, ou ça vient de manière sauvage sans que vous le vouliez? Ça me vient, mais je lui dis stop parce que je veux pas savoir. Ça me vient, je le sais, mais je dis stop, je dis rien à la personne quoi. Ouais. Vous comprenez, je veux pas lui dire, je veux plus en parler, je me rends compte de quelque chose mais je dis rien, hop, j'essaye de pas de pas en parler parce que ça choque tout le monde choque tout le monde. Là, je suis chez des amis et ils savent pas et puis là c'est sûr. Parce que c'est des choses qu'il faut pas dire quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Vous pensez que c'est une chose dont il ne faut pas parler? Non, parce que je vous dis là, c'est la première fois que je n'ai parlé, c'est à vous la dernière fois qu'on en a parlé. Ouais. Parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un, parce que c'est un petit peu bizarre, quoi. Et puis il faut quelqu'un, s'il y avait quelqu'un qui pouvait me dire comment il faut faire pour ou améliorer, ou alors arrêter carrément, quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment, on passe devant des gens, puis on se dit tiens celui-là c'est pas bien, puis ça vient tout seul. Enfin je sais pas, moi pourtant je les connais pas. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Hein? Est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 cas comme ça où ça vous est arrivé, justement? Oui, voir des choses, oui. C'est pas 2-3, c'est plein, mais bon. Puis je veux pas en parler, parce que ma femme est en train de vous écouter, et puis elle le sait la plupart des trucs, parce que je lui ai toujours dit, mais puis non. Voilà. Ça, c'est embêtant d'en parler, parce que on va me prendre pour un cinglé. C'est tout. Non mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je sens que ça vous terrorise quand même. Ouais, parce que je sais pas le limite que ça peut avoir, quoi. Ouais. Donc j'essaye d'éviter un petit peu. C'est pour ça que si je pouvais rencontrer des gens à qui il leur est arrivé la même chose, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir en faire profiter peut-être quelqu'un, faire profiter les gens, je sais pas. Ouais. Dites-moi Théophile, si on vous avait donné le choix, en vous disant avant que vous ne viviez, parce que on sent que ça s'est déclenché après la sortie hors du corps. Ah oui, tout ça c'est après, oui. Tout ça s'est déclenché après. Ah oui, avant c'était une vie normale. Je vous dis, j'étais équilibré. Je suis équilibré tout le temps. Vous l'êtes toujours. Je buvais pas. Non, j'étais bien, quoi. Oui. Et si pendant cette période, donc tout à fait, comme vous dites, entre guillemets, parce que la normalité, qu'est-ce que c'est être normal ou pas, avant que vous ne viviez ça, avant que vous n'ayez cette capacité, si on vous avait dit on vous donne le choix d'avoir cette capacité ou de ne pas l'avoir. Moi je pense, c'est l'inconnu, donc on aurait dit oui. J'aurais dit oui parce que on se dit c'est pas possible, quoi. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'on est un petit peu gêné quand même, parce que par rapport aux gens, puis c'est gênant parce que on voit des gens qu'on se dit tiens, et puis après on sait plus ou moins ce qui va se passer, ou c'est pas tout le temps, c'est certaines personnes. Puis après on est gêné, donc on évite pas d'avoir des amis longtemps, parce que on essaye on se rend compte qu'on a des amis, mais
mais ceux qui sont bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On choisit un petit peu, quoi. C'est-à-dire que... On évite un petit peu tout ce truc-là, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers vous avec une démarche amicale, sympa, etc., vous sentez tout de suite si c'est vraiment amical ou bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas trop de. On a des amis, bien sûr, mais pas. Ouais. Pas 50, quoi. Vous savez, les vrais amis se comptent sur les doigts d'une main en règle générale. Exactement, oui. Donc c'est pour ça, oui. Mais je vous dis, c'est ça le truc, parce que. C'est moi qui paye, quoi. C'est moi qui paye parce que je vois bien ce qui se passe, quoi. Puis moi, j'en parle à personne. Même, je vous dis, j'en parle même pas à mon épouse. J'en parle à personne. C'est moi qui reçois ça. C'est moi qui le garde, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu embêtant, quoi. Comme on dit dans un jargon populaire, on a l'impression que vous morflez quand même, hein. Ouais, c'est pas bien, ouais. C'est pas bien parce que on supporte un petit peu tous ces petits trucs-là, quoi. C'est bizarre, je vous dis, c'est bizarre de vous en parler parce qu'on va me prendre pour un cinglé. Je suis chez des amis, ils ont mis la radio. Ils vont me dire, mais attends, je suis tombé sur qui? Donc voilà, on n'en parle pas, quoi. Ouais. Alors que, si je puis me permettre de dire à ses amis, vous n'êtes absolument pas cinglé, vous êtes tout à fait normal, mais vous avez une capacité que pas mal de gens n'ont pas. Donc vous avez un plus que beaucoup n'ont pas. Donc c'est pas mal non plus. Parce que après, pendant un moment aussi, j'arrivais, je sais pas, à voir où la personne avait mal, je sais pas comment vous expliquer tout ça. À voir où la personne avait mal, où la personne, je sais pas, je sais pas comment vous expliquer parce que je suis un petit peu embêté. Je vous dis, c'est un petit peu bizarre, quoi. Ouais. Hein, quand je dis bizarre, l'étrange. Oui. Et puis voilà, quoi. Donc, bon. Théophile, oui. Vous restez avec nous, une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec Pierre Massias et Renaud Évrard qui vont vous aider à voir plus clair dans tout ce que vous vivez. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Samedi et dimanche prochain, je vous l'annonce d'ores et déjà, je serai en direct depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique qui va se dérouler à Condom, dans le Gers, sous le cloître de Condom, avec notamment 10 conférences et 2 expositions, dont une sur la calligraphie arabe et la seconde sur les mandalas. Alors, je vous donne un site pour tout savoir sur cet événement, sur ce Salon du Livre ésotérique qui va se dérouler donc samedi et dimanche prochain, les 23 et 24. Le site pour tout savoir, c'est Salon Liber, L-I-B-E-R, en un seul mot, salonliber.org. Et de nombreux invités se succéderont à mon micro. Nous parlerons d'une énigme historique, le Baphomet des Templiers, cette relique dont on a dit que les Templiers l'adoraient. Nous parlerons également de chamanisme, nous parlerons des anges, nous parlerons de Kabbale, nous parlerons de calligraphie arabe, bien entendu, et nous parlerons également des mandalas. Alors, mon cher Théophile, oui. Il y a 2 SMS qui sont arrivés au 71 200 pendant que nous parlions. Le premier signé Rascal, qui est un fidèle, qui dit « Bonsoir Théophile, vous devez vous faire confiance et pas vous sentir responsable. » Donc voilà le message que Rascal vous envoie. Oui. Et un autre de William 31 qui dit « Il serait dommage de ne pas exploiter ses capacités. » Bah oui, si je pouvais le faire, mais comment tout seul, je peux pas. Alors justement, j'ai peur, je sais pas. On va peut-être vous donner quelques indications. Je passe la parole d'abord à Renaud Évrard. Renaud, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord parce que je pense que Théophile a vraiment besoin d'être d'abord rassuré. Oui, bonsoir Théophile. Bonsoir. Oui, vous pouvez être rassuré, c'est sûr. Je ne sais pas si ça va être évident, parce que les phénomènes que vous avez vécus sont... celui que vous nous avez raconté par rapport à la mort de l'enfant, en fait, c'est vrai que ça fait vraiment de vous une sorte d'oiseau de mauvais augure. Oui, c'est ça. Ça a dû être assez mal compris ou assez mal perçu, en fait. Oui. Même par vous, directement. Ah bah oui. Mais l'histoire aurait pu être différente. C'est vrai que là, le SMS vous disait de vous faire confiance. Si vous aviez eu assez de conviction dans votre perception, peut-être que vous auriez pu changer la vie de cet enfant. Mais j'avais insisté auprès des parents, mais bon, on était en mariage, bon, moi j'étais peut-être,
j'ai été un petit peu, c'était la fête, quoi. Mais je savais ce qui se passait. Puis je leur ai dit, mais bon, ils m'ont dit, bon, bah, t'es lourd. Oui, c'est ça. Mais en même temps, effectivement, le SMS disait aussi de ne pas vous sentir forcément responsable. Ouais. Si ces capacités existent, elles peuvent être utiles, mais comme vous disiez, vous n'arrivez pas vous-même à les contrôler. Je pense que personne ne les contrôle vraiment, et ça peut être un petit plus comme ça pour certaines occasions, mais... Voilà, disons que ça saute aux yeux, quand j'arrive à un endroit, ça saute aux yeux. Même si je connais pas les gens, ça vient tout de suite, ça vient tout de suite. Et il y avait eu, j'ai oublié de vous dire aussi, il y avait eu une émission à la télé il y a très longtemps. J'habitais en Anglette à l'époque, je crois, oui. J'avais c'était pas Internet, c'était l'autre là, vous savez, comment on appelle, le Minitel là, non. Enfin, disons qu'il y avait l'émission justement avec, je me rappelle jamais de son nom, le monsieur avec la barbe et la pipe là. Ah oui, Yves Vignon. Yves, voilà, je me rappelle jamais de son nom. Oui, tout à fait. Je devrais me rappeler. Et voilà, donc il avait une enveloppe dans la main et il avait dit à la télé, voilà, si vous devinez ce qu'il y a dans l'enveloppe, voilà, vous m'appelez. Et moi j'avais essayé de l'appeler. Alors bon, bah j'avais pris un crayon, un papier, puis j'avais fait un dessin, j'avais fait des ronds, et j'avais fait quatre tours, ouais, et un bord de mer avec un bateau. Et voilà, j'ai insisté au Minitel pour l'appeler, j'ai pas pu. Et quand il a ouvert l'enveloppe, il y avait une photo, c'était des dépôts d'essence, le gasoil là, vous savez. Ah oui. En Arabie Saoudite ou je sais pas quoi là. Et il y avait plein de bidons de gasoil avec 4 tours, c'était des pompes. Et il y avait un port avec un bateau dessus. Donc vous étiez tombé dedans pile, quoi. Je suis tombé dedans pile, mais j'avais fait un dessin comme ça, vite fait, mais moche, quoi. Plein de ronds avec 4 tours et puis un bateau. Et c'était ça l'enveloppe. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? C'est dingue, quoi. Renaud, est-ce qu'on peut dire que Théophile a tout simplement un talent de voyance? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. C'est finalement quelque chose qui est très naturel. Donc on s'imagine qu'il y a des personnes qui seraient comme ça douées. Alors c'est vrai que la théorie qui circule, c'est un peu l'analogie avec les génies, c'est-à-dire Mozart. Tout le monde peut faire de la musique, mais il n'y a pas beaucoup de Mozart, quoi. Enfin, il y en a eu qu'un, si vous voulez. Oui, bien sûr. C'est un peu ça. Donc justement, l'autre SMS... Mais j'aurais préféré jouer du piano que de voir des gens mourir, quoi. C'est sûr. Mais je pense que c'est pas que voir des gens mourir. Non, mais... Oh, il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais en fait, le problème, c'est que vous avez pris le parti, mais finalement parce que socialement c'était reçu comme ça, de ne pas essayer de confirmer systématiquement le côté réel de vos perceptions. Donc du coup, elles peuvent s'enflammer et vous n'êtes plus forcément capable de faire la distinction entre ce qui peut être de l'ordre de l'imaginaire, des fantasmes, des idées morbides qu'on a tous, même sur les autres, enfin vraiment de l'impression, vraiment on ne sait pas ce que c'est, et des choses qui seraient vraiment de l'ordre des perceptions paranormales. Parce que justement là, peut-être que vous trouverez des choses qui confirmeraient des choses très positives, vraiment des petits coups de pouce que vous pourrez donner aux gens. Et il y a des choses aussi, par exemple, je suis dans un endroit où ça m'est arrivé d'être dans un endroit où pas aimer quelqu'un personnellement. Et cette personne, à un moment ou à un autre, ou alors elle s'en va de l'endroit, elle prend son compte. Enfin, vous savez, elle s'en va. Je sais pas comment. Elle s'en va, quoi. Mais là encore, si vous prenez pas contact avec la personne, elle reste pas là. Si je l'aime pas, elle reste pas quelque part, quoi. Si elle est avec moi, elle reste pas de cet endroit. Je sais pas comment vous dire. Mais sans rien lui faire, je lui fais rien, moi. Et peu de temps après, elle s'en va. Elle est plus bien à cet endroit-là. Ou je sais pas si vous me comprenez. Si, si je suis pas bien avec elle, si je l'aime pas personnellement, parce que je sais pas pourquoi, elle reste pas à cet endroit-là. C'est elle qui s'en va, mais de sa propre volonté. Ça, c'est peut-être quelque chose d'assez difficile à vérifier. Je pense que ça peut tout à fait être le cas dans certains moments, parce que peut-être que ces personnes sentent également une sorte de malaise. Mais c'est vrai que c'est pas évident. De faire la part des choses entre ce qui finalement va être vos idées, votre imaginaire par rapport à ça, et des fois quelques coïncidences. Et bon, je pense que ce qui serait là, vous êtes dans une phase d'hésitation, donc j'ai l'impression, vous nous appelez, c'est quelque chose déjà un grand pas. En plus, oui, parce que j'aime pas trop là j'en parle parce que je vois personne. Hein. Oui, mais il y a des personnes comme ça qui ont comme vous des expériences qui finalement apportent du changement de leur vie. Votre sortie hors du corps, c'est quelque chose d'assez troublant et ça vous a touché vraiment.
Et Incroyable. mais ces personnes peuvent le vivre aussi consciemment et bien. Il y a une sorte de sous-culture de personnes qui sont comme vous, mais qui assument finalement ces capacités, qui s'en font pas des montagnes, qui s'en font pas des théories extraordinaires, et qui vivent ça autrement que de façon introvertie, un peu masochistique, un peu impossible à vérifier également. Bien sûr, bien sûr. Il y a peut-être d'autres manières de le faire. C'est vrai que socialement, ça va être un souci. Mon gros problème maintenant, c'est où est passé mon corps, quoi, qui s'est couché par terre au lieu de rentrer dans moi, quoi. C'est ça mon truc. C'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui me fait peur. C'est ça, parce que c'est peut-être ce corps-là qui fait des choses, non? Vous avez l'impression de ne pas avoir réintégré votre corps. Je l'ai pas réintégré. Je me suis couché par terre au lieu de me remettre dedans. Oui, mais ça, qui m'interroge. Oui. Mais ça, c'est une perception que vous avez, une perception mentale. Mais quand vous vous êtes réveillé le lendemain matin, votre femme, en vous regardant, n'a pas dit « Oh, mais qui êtes-vous » Non. Elle vous a reconnu. Je lui ai dit tout de suite, et je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Non, mais ce que je veux dire, Théophile, c'est qu'elle vous a physiquement reconnu. Ouais, j'étais là, mais il manque peut-être quelque chose. Non. Vous êtes complet parce que vous avez la perception et le souvenir de tout ce que vous avez vécu dans votre corps, et en plus, vous avez acquis, grâce ou à cause, comme on veut, de ce que vous avez vécu, cette capacité que vous avez maintenant avec vous, qui est un plus. Donc, c'est que vous avez réintégré votre corps et que vous êtes complet, au complet. Il ne faut pas que vous doutiez. Vous êtes vraiment au complet, en entier. Je pense que c'est celui qui est dehors. C'est bête, mais je pense que c'est celui dehors qui me donne les informations. C'est un peu fou à dire ça. Hein. C'est lui qui est dehors qui me donne les informations. Oui, mais il est en vous et il faisait déjà partie de vous. Ouais, je sais pas, ouais. Si. Mais pourquoi il est parti? Non, il est revenu. Il vous a jamais quitté. Il est sorti hors de votre corps et il est revenu. Ce qu'on appelle, comme vous voulez, la conscience, votre moi. Les psychanalystes donneront un autre nom. Ouais. Je passe la parole à Pierre Massias. Pierre. Bonsoir Théophile. Bonsoir. Il me semble d'abord que cette vision de ce qui vous est arrivé, enfin de cette appréciation de ce qui vous est arrivé pendant cette sortie hors du corps, est un peu faussée, je vais dire. Il ne s'agit pas d'un autre corps qui s'est échappé, qui a fait un petit tour et qui a essayé de revenir ou pas. C'est dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature de ce phénomène, c'était vous, c'est votre psyché, c'est vous-même, tel que vous êtes là ce soir en nous parlant. Donc votre psyché, c'est-à-dire vous-même, on va considérer qu'elle est allée faire un petit tour, mais puisque vous nous parlez ce soir, c'est revenu. On ne peut pas en parler comme un objet indépendant. C'est vous-même. Donc, ce que votre sensibilité actuelle, ce qui peut vous arriver à l'heure actuelle au niveau de ce qu'on va appeler les phénomènes psy, ça n'est pas dû à une entité qui vous appartient, à un morceau de vous-même qui serait à l'extérieur, mais c'est bien vous-même maintenant dans votre corps physique, c'est votre psyché qui est elle-même, qui est entière, qui est elle-même, qui agit comme d'habitude, avec ce petit plus de sensibilité que vous avez découvert après cette expérience. La preuve, vous faites de la peinture, ce qui dénote d'une sensibilité artistique que vous aviez en vous avant, mais que après la sortie hors du corps, c'est réveillé. Peut-être, oui, peut-être. Oui, alors je vais revenir là-dessus d'ailleurs, parce que il y a des cas historiques et ça peut s'avérer extrêmement intéressant. Alors, vous avez dit, enfin, il y a plein de choses, il s'est dit plein de choses là avec Renaud. Ça a été assez large comme discussion. Et à un moment, il y a une chose qui m'a un petit peu choqué à un moment, frappé, à un moment où vous avez dit que vous auriez préféré être pianiste. Alors, parce que personnellement, je dirais que la vie de pianiste n'est pas forcément à envier, parce que l'image du pianiste qu'a l'auditeur, le spectateur pendant un concert, c'est une image de plaisir. Le pianiste est là pour interpréter un morceau, pour donner une partie de l'œuvre artistique de l'auteur à travers sa propre sensibilité, et tout ça, il doit le faire de manière aussi fiable qu'il puisse le faire, et ça demande des heures, ça demande des années d'entraînement. La vie d'un pianiste n'est pas d'un musicien au sens large, n'est pas forcément enviable. Je veux en arriver à l'idée que la vie de chacun, les facultés, les possibilités, qu'elles soient artistiques ou autres, des gens
ne viennent pas forcément comme ça, toutes seules, par un don extraordinaire. Derrière, il y a toujours un travail, et il y a souvent un travail extrêmement astreignant. Et bon, ça me paraît un petit peu facile de dire. Il y a des enfants qui naissent avec le don de oui. À 3 ou 4 ans, ils sont en train de faire du piano, mais il y a quelque chose quand même. Mais tout à fait. Vous avez eu ce don après la sortie hors du corps. Voilà, le don. Voilà, oui. Le don de musicien va éventuellement se révéler à cet âge-là, à 3 ou 4 ans, mais il faut pas croire que il est révélé, il est entier, immuable. Non, il faut le reprendre, c'est le bagne. Travailler, c'est le bagne, tout à fait. La vie d'un musicien, ça peut être le bagne. Ah oui, c'est 6 heures de piano par jour. Je veux en arriver. Oui. On m'a donné ça comme ça d'un coup, oui. Voilà, donc vous retrouvez tout d'un coup avec cette faculté, cette sensibilité. Vous y êtes confronté. Il faut l'intégrer. Est-ce que je peux m'en servir pour aider quelqu'un, par exemple? Alors, comment faut faire ça? Parce que je suis tout seul, je sais pas. Effectivement, là, ça devient extrêmement délicat. Peut-être aider, je sais pas, j'en sais rien. Et c'est pareil quand j'entends des cas à la télévision de gens disparus. Je suis sûr que si j'avais un plan de l'endroit exact, ça m'est arrivé de savoir à peu près en entendant des enfants là. Je savais qu'ils étaient dans l'eau, mais je savais pas où parce que j'avais pas de plan, j'avais rien. J'étais sûr qu'ils étaient dans l'eau, mais où? Mais je savais même pas s'il y avait de l'eau autour. Est-ce que vous avez essayé, par exemple, de retrouver des objets perdus autour de vous, des gens qui ont perdu des objets? Oui, ça m'est arrivé. J'ai trouvé. J'étais quand j'habitais Biscarrosse. Oui. Il y avait une dame qui parlait qu'elle avait perdu sa bague et je lui dis écoutez, si vous voulez je peux vous la retrouver, enfin si je vais essayer de la retrouver. Et je lui dis on se donne rendez-vous demain et vous amenez les amis avec qui vous étiez ce jour-là. Et donc elle a amené, ils étaient 3 ou 4, il y avait 2 femmes et un homme. Mm-hmm. Et on est rentré dans elle avait une grande allée. Et on allait dans sa maison parce qu'elle était persuadée qu'elle avait perdu dans la maison. Ouais. Et en marchant dans l'allée, je dis tiens, la bague elle est dans l'allée. La bague elle est dans l'allée. Et bizarrement il y a une femme là qui était devant et elle s'est baissée, elle a dit la bague est là. Et moi dans ma tête je me suis dit c'est toi qui l'as piqué. C'est elle qui l'avait piqué. C'est elle qui l'avait volé. Et bravo. Moi c'est elle qui l'avait volé. Enfin d'un seul coup je me suis dit tiens c'est elle qui l'a volé. Et elle l'a mis là en disant qu'elle l'a retrouvée parce qu'elle a eu peur que je la retrouve. Et j'étais sûr que c'était elle qui l'avait volée. Et c'est la dame qui l'a retrouvée. Là, elle est là, ta bague. C'est une bague assez chère. Quoi. Ouais. Voilà, un petit cas comme ça. Ouais. Vous avez un vrai don de voyance, Théophile. Mais je sais pas, j'en sais rien. Si, vraiment. Ça s'appelle de la voyance. Et elle m'a dit, elle a dit, je l'ai retrouvée là. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est toi qui l'as volée. Pierre, j'ai rien dit à la dame, j'ai rien dit. J'ai dit, oui, elle était là. Sur cet exemple. Mais elle était dans l'allée, mais elle était peut-être dans la poche de la dame. Quoi. Oui, peut-être. Voilà. Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, enfin dans ce cas-là, il y avait cette personne qui avait subtilisé la bague qui était présente. Je ne sais pas si on peut aller directement dans le sens de la voyance. Si, parce qu'il savait qu'il allait la retrouver dans l'allée, de toute façon. Sans présence de cette femme qui l'avait empruntée. Si. Théophile. Il était au sein du groupe avec la dame au milieu. Au moment où ils arrivent dans l'allée, il a dit tac, elle est dans l'allée. Mais j'ai pas dit elle était par terre ou quoi. Non. Elle est dans l'allée, on était tous dans l'allée. Bon, là, j'ai vu la bague dans l'allée, mais elle devait être dans sa poche, je pense. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'elle s'est baissée, elle est là. Voilà, donc joli. Moi j'ai pas dit à la dame que c'était. Mais moi j'ai bien senti que c'est elle qui devait l'avoir dans l'allée. Elle était dans l'allée, on était tous dans l'allée, donc la bague était dans l'allée. C'est un cas sur lequel on risquerait de se chamailler entre voyance et je dirais empathie, des choses comme ça. Ou télépathie. Ou télépathie, pourquoi pas, oui. Peut-être aussi. Dans tous les cas, il est extrêmement difficile de faire ce cas particulier, une différence entre voyance. Je sais pas pourquoi je lui ai dit amène les gens avec qui tu étais quand tu l'as perdu. Ça, c'était mon premier mot. Donc, elle est venue avec les gens avec qui elle était quand elle l'a perdu. Et dans l'allée, j'ai dit, la bague est dans l'allée. Mais bien sûr, la dame, elle était dans l'allée aussi, elle marchait avec nous. Elle s'est baissée, elle a dit, tiens, elle est là. Bon. Voilà. Donc, ça revient plutôt au cas où la personne est présente. C'est un petit peu le cas de l'enfant que vous nous citiez au tout début. C'est. Bon, il s'agit peut-être d'un ressenti de la personne. Alors là, quand on va chercher à comprendre. C'est peut-être une explication, oui. C'est peut-être le ressenti des gens, oui. Voilà, oui, tout à fait, de cette personne qui était présente. Maintenant, il est extrêmement difficile aussi de caractériser ces exemples, de dire s'il s'agit effectivement d'empathie, d'un phénomène de télépathie, voyance, etc., regroupé sous le terme empathie,
pour dire qu'il y a un phénomène psy aussi. Il s'agit de cold reading. Comme a dit Renaud tout à l'heure, il est quand même chaque cas est à investiguer, surtout un cas de terrain. Mais a priori, dans ce que vous nous dites, dans ce que vous nous racontez, cette faculté est apparue après votre sortie hors du corps, qu'on pourrait peut-être assimiler à une NDE, et on retrouve dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas de NDE, des personnes qui disent justement obtenir ces facultés psy après leur NDE. Donc ça va dans le sens faculté psy à la suite d'une NDE. Ouais. Théophile, une dernière question. Est-ce que, encore une question, Pierre, est-ce que vous avez envie comment dirais-je, de travailler ce don que vous avez? Bah oui, mais bien sûr, mais pour pouvoir faire quelque chose de bien sûr. Moi, je suis prêt à, si vous avez, je sais pas, des experts chez vous, qui m'envoient des dossiers, des expériences à faire, des choses comme ça. Des trucs à faire, des expériences à faire, des tests pour voir, pour me rassurer moi. Ouais. Parce que si ça marche pas, tant mieux. Pierre. Et si ça marche, je vais peut-être pouvoir. Bon, je vais revenir là-dessus immédiatement après ce que j'ai très envie de vous dire là. Vous nous avez dit aussi que donc vous vous étiez mis à peindre. Oui, j'ai fait des tableaux. Alors, est-ce que vous avez montré ces tableaux à quelqu'un, à des artistes, pour avoir un avis d'artiste sur... J'ai plein d'amis qui aiment ça, oui, effectivement. J'ai commencé comme ça, parce que 2 ou 3 ans après, j'ai fait une dépression un petit peu, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et une amie m'a offert, qui travaillait dans un truc de peinture, m'a offert un chevalet avec des tableaux et de la peinture à l'huile. Et puis j'ai fait un tableau comme ça, puis j'ai dit tiens, je me suis mis à peindre, et puis voilà. Et donc voilà, c'est venu tout seul. Et plus il y a d'angles, plus il y a de croisés, et puis parce que je vois le fond du tableau. Oui. Je sais pas comment vous expliquer tout ça, c'est bizarre. Et donc plus c'est, puis les gens ils aiment. Enfin, je sais pas. Ça représente quoi vos tableaux? Moi, c'est surtout les maisons, des vieilles maisons, des vieilles maisons, des champs, des vieilles maisons. Je ne sais pas faire les visages, hein. Par contre, je veux pas les faire. Ouais. Mais c'est les vieilles maisons, et puis c'est venu tout seul, c'est ça qui m'étonne. Mais on connaît d'autres cas de peinture qui sont de facultés d'artistes, de sentiments artistiques qui s'exprimaient à travers la peinture ou la sculpture, qui sont venus comme ça spontanément chez des gens. Ça se passait surtout à l'époque de la grande époque du spiritisme, et on a parlé d'art spirit, donc avec une floraison de tableaux, de personnes qui tout d'un coup comme ça, sans raison apparente aucune, se sont mis du jour au lendemain à peindre. Je n'ai vendu une 60aine en 3 ou 4 mois. Ah oui, quand vous même. Voyez que les gens ils aiment. Ah bah oui, oui, sinon ça se vendrait pas, on est d'accord. Bien sûr, je les ai mis à vendre, et je les ai vendus à peu près 50 ou je sais plus combien. Ma femme, j'en avais plein dans la maison, dans l'appartement, alors ma femme a dit je les ai mis à vendre, et je les ai vendus en peu de temps. Donc ça plaît quoi. Ouais. D'accord. Et moi quand je regarde ça, je me dis mais c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas possible. Hein, vous voyez, quand je vois un autre tableau, je dis mais attends, on peut pas faire ça. Et moi je fais des tableaux, puis je sais pas. C'est bête, hein. C'est tout bête. Ouais. Oui, je vous inviterai vraiment à faire un tour à l'abbaye de Brantôme en Périgord, où justement il y a une exposition permanente de peinture spirit. Ça pourrait peut-être vous plaire beaucoup, je pense. C'est possible, oui. Mais j'adore tout ça, mais moi quand je vois un tableau de quelqu'un, je dis mais comment il fait? Donc quand je me mets à peindre, des fois il m'arrivait de m'arrêter à 4h du matin parce que je pouvais pas m'arrêter. Ah oui, c'est une impulsion artistique pure. Mais pourquoi j'ai jamais peint, j'ai jamais appris, je sais pas. Il faudrait vraiment que vous regardiez que vous ayez l'occasion de regarder ces peintures à Brantôme. Renaud, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction artistique comme ça qui est arrivée juste après cette sortie hors du corps? En fait, c'est vrai que la sortie hors du corps, la dépression, l'apparition de capacités psy, puis tout le changement de la vie, ça fait penser qu'il y a une sorte de personnalité seconde, une personnalité étouffée, qui demande un peu à émerger. Alors,
il y a quand même une perception que c'est pas mon corps, c'est pas moi qui peins, c'est tout un extérieur, il y a une sorte de division chez Théophile. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est comme ça qu'il va fonctionner, peut-être qu'il faudrait qu'il trouve un vrai interlocuteur où il puisse vraiment formuler quelqu'un qui ne prenne pas pour un fou, Voilà, c'est ça qu'il faut, quelqu'un qui puisse l'unifier lui-même, quoi, l'aider à s'unifier. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a plein de capacités qui semblent à développer, artistiques, et puis la vie, quoi, finalement. Mais je suis sûr que en me penchant sur des choses disparues, je suis sûr que j'arrive à la trouver, je suis sûr et certain. Je suis sûr. Parce on va procéder à des tests, Théophile, si vous êtes d'accord. Ah oui, mais tout ce que vous voulez, envoyez-moi tout ce que vous voulez. Oui, justement, peut-être que vous pourriez visiter le site de l'Institut Métapsychique International. Oui. Il doit y avoir toujours la proposition de participer à une expérience qui pourrait vous convenir. C'est tout à fait dans ce cadre-là. Sinon, il y a des expériences sur Internet, directement en ligne, très facile d'accès. Comme sur godpsy.org. C'est une manière de se rendre compte de l'ampleur des capacités, aussi de prendre en compte les échecs, et là vraiment d'être dans une autre démarche, de vérifier, d'être dans la réalité. Bien sûr. Bon, autre chose, depuis ce matin je suis en train de penser à un chat. Oui. Depuis ce matin, est-ce qu'il y a eu chez vous quelqu'un là qui c'est tout bête, il y a un problème avec un chat, ou il y a un chat, ou je sais pas. Non, c'est bête. Mais depuis ce matin je pense à un chat, je sais pas pourquoi. Bon. Voilà. Bah écoutez, chez moi non, Pierre. Non, désolé, je peux pas. Renaud. Tant mieux, il y a. À la limite, je peux dire que mon frère m'a annoncé qu'il a appris un chat ce matin, mais bon. Voilà, je pense à un chat depuis ce matin. Bon, d'accord. Bon, tout. Voilà. Mais je vous pas plus. C'est tout bête. J'ai dit aux amis là, depuis ce matin, je pense à un chat. Et quelqu'un vous a annoncé qu'il a pris un chat. Je sais pas. Voilà. Bon, gardons-nous quand même des raccourcis rapides. Je vais parler d'un chat. Théophile, ce que je vous propose, c'est que je communiquerai votre numéro de téléphone, si vous êtes d'accord, à Renaud Évrard et à Pierre Massias, qui entreront en contact après l'émission, dans le courant de la semaine, pour pouvoir prolonger cette discussion et vous proposer différents tests, etc., pour pouvoir continuer à collaborer avec vous, si vous êtes d'accord. Mais bien sûr, moi j'attends que ça. Sinon, je vous dis, moi je me ferme sur moi-même, quoi. D'accord. Donc on va faire ça. Alors. Voilà. Ça va vous donner un précieux coup de main. Si je peux aider, bien sûr, moi c'est bénévole, il y a rien, il y a pas de problème, c'est pour aider, quoi. Sinon je peux aider. Si je peux pas, on oublie tout ça et voilà. Non. Mais si je peux aider, il y a aucun problème, au contraire. Et si on peut vous aider, on va le faire aussi. Je vous remercie parce que ça va m'enlever un petit poids peut-être aussi. Pas de souci. On est là pour ça aussi. Merci Théophile. Allez, au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Dans quelques instants, d'autres témoignages. Si vous avez vécu des phénomènes paranormaux, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. 0826 300 300. Morad est au standard pour accueillir vos témoignages et pour que vous puissiez passer à l'antenne tout de suite après et nous rejoindre dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous pouvez également m'envoyer vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable. Vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez votre texte au 71 200. Dans quelques instants, juste après la pause, nous écouterons un témoignage qui est arrivé sur notre boîte vocale. Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange. Avant de continuer à écouter les différents témoignages au 0826 300 300 ou provenant de notre boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange, une réponse à Chantal, une auditrice qui nous a appelé au standard. Morad m'a fait passer la question que vous posiez, ma chère Chantal, à savoir le titre du livre d'une voyante qui est passé sur notre antenne dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio il y a quelque temps. Eh bien, ma chère Chantal, la voyante s'appelle Maude Christine. Et contrairement à ce que vous avez dit, vous avez peut-être mal entendu, mais la voyante est toujours vivante grâce à Dieu. Maude Christine est toujours en très bonne santé, aux dernières nouvelles. Elle a écrit un livre passionnant que je vous recommande. Ce livre a pour titre « Ma vie et l'invisible ».
Ma vie et l'invisible. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Un titre et un livre que vous pouvez retrouver dans sa présentation sur le site des Aventuriers de l'étrange, psylande.org. J'en profite également pour vous rappeler que samedi et dimanche prochain, si vous voulez venir me rencontrer, eh bien, je serai en direct depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique de Condom dans le Gers, avec plusieurs sujets que je vais aborder avec les conférenciers qui vont présenter donc leurs conférences et leurs livres tout au long de ces 2 jours. Je parlerai donc d'une énigme historique, le Baphomet des Templiers. Je parlerai de chamanisme, des anges, de la Kabbale et de la calligraphie arabe, des mandalas également. Vous voyez, donc ce sera une émission avec des sujets tout aussi larges, avec des invités vraiment très très intéressants. Donc en direct depuis Condom dans le Gers, les 23 et 24 juin au sein du Salon du Livre ésotérique et philosophique. Tout de suite, nous allons écouter le témoignage de Simone, de Montpellier, qui nous a laissé un message au 0826 300 300 dans le courant de la semaine. Bonjour, c'est Simone de Montpellier. Je voulais demander si on faisait un rêve plusieurs fois. Parce que moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a fait un rêve assez macabre pendant au moins 4 ou 5 fois. C'est-à-dire, elle descendait des escaliers, et puis elle sortait de chez elle, elle descendait des escaliers. Au bas des escaliers, elle trébuchait, elle n'arrivait jamais à descendre complètement. Et au moment où elle se relevait, elle avait une espèce de camion noir qui passait comme un corbillard, on va dire. Et puis elle se réveillait de suite. Et en fait, au bout de 4 ou 5 fois sur l'espace de 3 mois, qu'elle ait fait ce rêve, un jour, un enfant est sorti de cette maison, il a descendu les escaliers en courant, il a traversé, il s'est fait écraser. Et à partir de ce moment-là, elle n'a plus fait son rêve. Alors, est-ce qu'on appelle ça, comme vous dites, de la voyance ou de la prémonition? Voilà, merci beaucoup. Question donc de Simone de Montpellier. Premier élément de réponse, peut-être Renaud? Non, j'ai pas très bien compris la fin finalement. Eh bien, au bout de 3 mois et de 5 fois que cette personne faisait ce même rêve, un petit garçon est descendu de cette même maison, a dévalé les escaliers en courant, a traversé la rue et s'est fait renverser par un camion noir. Ah, oui, effectivement, là, on a beaucoup d'éléments qui rejoignent, mais oui, on peut penser à une prémonition. C'est vrai que ça a l'air comme ça assez fort, mais c'est vrai qu'il y a d'autres interprétations beaucoup plus psychologiques ou individuelles à donner. Ah. Et de quel type? C'est-à-dire de peur récurrente? Oui, les rêves d'escalier, c'est très connoté aussi en psychanalyse. Enfin bon. Ça veut dire quoi, les rêves d'escalier? Oui, bon, généralement, c'est par rapport à l'acte sexuel, mais bon, on va pas jouer sur la clé des sons. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord. Non, mais là, enfin bon, il y a quand même un parallèle là, qui me semble assez évident entre ce petit garçon qui dévale les escaliers et qui se fait renverser et meurt. Et cette dame qui habite la même maison et qui se voit en train de descendre les escaliers, traverser la rue et qui voit un camion noir lui arriver dessus. Oui. On n'aide pas beaucoup en donnant simplement une sorte de diagnostic de prémonition. C'est vrai que l'événement est déjà exceptionnel en soi. Après, que ce soit une prémonition, le risque c'est de croire que finalement d'autres rêves vont forcément se réaliser ou ont une plus grande proportion à se réaliser du coup. Je pense que là on doit mettre en garde un peu les gens que ça peut se produire des rêves prémonitoires, ça c'est un événement très fort, mais ça ne dit rien des autres rêves ou d'une sorte de déterminisme onirique qui serait donc là une sorte de pouvoir. C'est vraiment des éléments qu'on doit détacher par la suite, en fait. Oui. Pierre Mathias. Oui, je vais complètement dans le sens de Renaud. Dans notre cas, il semblerait, pour aller dans le sens de l'idée que c'est un rêve prémonitoire. Maintenant, un rêve prémonitoire ne nécessite pas forcément plusieurs retours du même rêve. Ça peut se produire une fois. Et je vais continuer en disant que toujours comme Renaud, que rêver plusieurs fois la même chose, ça ne présage pas forcément d'un rêve prémonitoire. Oui.
De temps en temps, oui. De temps en temps, non. Disons que c'est pas une caractéristique de garantie de l'arrivée du phénomène de l'événement rêvé. Ouais. Ça peut être un rêve prémonitoire, comme ça peut ne pas être un rêve prémonitoire. Je veux dire par là, c'est pas sur le nombre de fois que le rêve va se répéter qu'il faut se dire c'est ou ça n'est pas un rêve prémonitoire. Oui, mais là, quand même. Dans ce cas-là, effectivement, ça s'est produit plusieurs fois, et puis il semblerait bien que ce soit le cas. Mm-hmm. Mais donc je reviens. Enfin, si on avait pu discuter avec cette dame qui est arrivée plusieurs fois, j'imagine que elle nous aurait dit à un moment, elle nous aurait dit que à son réveil, elle avait de fortes sensations de réalité de son rêve. On aurait fait la distinction entre rêve normal répété plusieurs fois et rêve prémonitoire sur son ressenti par rapport au rêve. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça peut être de manière inconsciente une peur en se disant mon Dieu, il y a même de manière inconsciente, il y a des enfants qui dévalent cet escalier et qui traversent sans regarder et un de ces quatre ça va finir mal. Ça peut être ça aussi ? Pourquoi pas ? Tout à fait. Tout à fait, oui. Ouais. Et donc ça s'est transformé par un rêve et puis malheureusement comme la situation était dangereuse à un pourcentage élevé, l'événement s'est produit. Voilà, dangereuse, une situation dangereuse à un fort pourcentage. Cette dame pouvait avoir des enfants aussi ou des enfants proches d'elle pouvaient habiter la même maison. Ça pouvait la concerner vraiment très directement. Ouais. Voilà, ça peut être un rêve tout à fait normal, une prévision, non pas une prémonition d'un événement, mais à la limite une prévision. Une bonne prévision, malheureusement. Une malheureuse prévision d'un événement. Bien. Vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous nous envoyez vos SMS. On vient de recevoir un SMS de Monique de Nîmes qui dit avoir vécu pas mal de rêves prémonitoires. Envoyez-nous, Monique, par SMS votre numéro de téléphone auquel on peut vous joindre et bien écoutez, pourquoi pas ne pas en parler avec vous demain soir, puisque demain soir on consacre également l'émission à vos témoignages. Dans quelques instants, un autre témoignage. Sud Radio. Témoignage. Daniel, bonsoir. Bonsoir, oui. Merci d'être avec nous, ma chère Daniel. Alors vous venez nous rejoindre dans les Aventuriers de l'étrange, puisqu'on parlait de rêves prémonitoires à l'instant, et ça tombe bien. Vous avez fait quelques rêves prémonitoires qui vous ont laissé, excusez-moi le terme, mais bon, c'est là si je l'emploie pas là, mais je l'emploierai jamais, qui vous ont laissé songeuse, si je puis me permettre. Tout à fait. Alors, plusieurs rêves prémonitoires. D'abord, est-ce qu'il vous en arrive souvent, ou alors c'est vraiment de manière très occasionnelle? En ce moment, pas du tout. Depuis quelque temps, rien. Mais à l'âge de 21 ans, ça a commencé. Mm-hmm. Comme je vous l'avais dit, c'était avec ce sous-marin. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'en avais parlé à ma mère. Et puis, je voulais en parler même à la radio, quoi. Je voulais même aller à la radio parler de ce rêve vraiment qui m'avait vraiment touchée et qui s'est réalisé après, quoi. Voilà. Alors, ça a commencé, vous aviez donc 21 ans. Tout à fait. Là, cette histoire de sous-marin à laquelle vous faites allusion, on est dans quelle période, dans quelle année à peu près? 71, non, 1971. 1971. Alors, racontez-nous ce rêve. Alors là, c'est tellement vieux. C'est-à-dire que j'avais 21 ans, c'était au mois de mai. Oui. Et donc j'avais fait ce rêve de sous-marin. Sous-marin qui sombrait, en fait, qui disparaissait dans la mer avec tous les marins, quoi. Ouais. Et donc ça m'avait vraiment frappé. Et donc je voulais en parler à quelqu'un de sensé, quoi, quelqu'un qui pouvait m'écouter. La première personne, bien sûr, c'est ma mère. Ma mère m'a dit non, mais ça va pas, t'es folle, on va pas te croire, on va croire que t'es folle, voilà, quoi. C'est toujours le mot qui revient, ou t'es folle, ou t'es le diable en personne, voilà, des choses comme ça.
Et puis ma mère m'a dit non, tu dis rien, tu laisses tomber. J'ai dit si, je vais aller voir les gendarmes, je vais leur expliquer ce rêve que j'ai vu et l'endroit où le sous-marin a disparu. On me montrait. Vous avez vu en rêve l'endroit où le sous-marin a disparu? Tout à fait. On m'a montré sur une carte, et pas loin de la Bretagne, je m'en rappelle, où le sous-marin se trouvait. Voilà. Oui. Voilà. Et voilà. Et puis donc j'ai gardé ça pour moi, j'ai rien dit. Et puis voilà quoi. Donc et puis récemment j'ai entendu qu'ils ont fini par retrouver ce sous-marin justement pas loin de la Bretagne, de la côte bretonne. Voilà. Est-ce que peu de temps après que vous aviez fait ce rêve, on a parlé de ce sous-marin qui avait disparu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais vraiment, j'étais la seule, quoi, à savoir que ce sous-marin allait disparaître. C'est-à-dire, j'avais fait ce rêve au mois de mai et le sous-marin a disparu au mois de juillet. Voilà, au mois de juillet, donc la presse a fait état de la disparition d'un sous-marin. Voilà. Ouais. Donc mon rêve, 2 mois avant, je savais que ce sous-marin allait sombrer, voilà, dans le fond, quoi. Au large de la Bretagne. Voilà. Et on m'a montré sur la carte où se trouvait ce sous-marin, où allait se trouver ce sous-marin disparu. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'est vrai que pendant quelque temps, j'étais vraiment pas bien. Parce que je pouvais pas en parler, voilà. Et donc, ça signifie bien que ça n'était pas un rêve habituel. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Donc, en plus, non, j'étais jeune, donc c'est vrai que je m'occupais pas du tout de... Oui, j'imagine. Voilà. Alors, ça, c'était donc le premier rêve marquant. Et le deuxième rêve qui vous avait fait ce même effet, comme ça, de force, je dirais, en émotion, c'est un rêve concernant le pape. Oui, le pape, oui. Alors là, oui, pendant plusieurs... disons 2-3 mois avant qu'il s'est fait attaquer, j'ai rêvé de lui plusieurs fois. Et pareil, je savais pas comment en parler, je savais pas à qui parler. Toujours, j'appelle ma mère, bien sûr, je lui en parle. Elle me dit, tu me dis, je sais pas, moi, t'as qu'à aller à l'église, ou je sais pas, il faut faire quelque chose. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit plusieurs fois, une première fois, bon, j'ai pas trop prêté attention, mais je dis quand même, je dis, maman, il y a quelque chose qui va se passer. Le pape, pourquoi il revient comme ça dans mes rêves? Et puis bon, pareil, vous savez, elle me dit, bon, je sais pas, enfin bref. Et puis quand j'ai entendu qu'il s'était fait tirer dessus, bon, voilà. On est un petit peu impuissant, quoi, mais on sait pas. Là, donc, ça concernait l'attentat qui a touché Jean-Paul II. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez vu dans ce rêve? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, c'est-à-dire que celui vraiment qui m'a marqué, parce que vous savez, on vous envoie beaucoup de flashs, voilà, j'ai beaucoup de flashs, et le tout dernier vraiment, c'est qu'il était au milieu, et tous les gens étaient autour de lui, mais assez loin, c'est-à-dire il était tout seul au milieu, en blanc, et puis les gens tout autour, mais assez éloignés. Oui. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est cette image-là qui m'est restée le plus souvent, que j'ai toujours en tête d'ailleurs. Oui. Et puis quelquefois je me dis, si je l'avais dit à quelqu'un, mais à qui, on ne sait pas. Je suis comme le monsieur qui est passé tout à l'heure que j'écoutais. C'est vrai, on est impuissant parce qu'on vous dit que vous êtes le diable, c'est comme cette grue, cette grue pareil. J'avais aussi rêvé de Tchernobyl. Alors là, c'est pareil, on m'a dit, mais ça va pas, c'est pas en France que ça va arriver et tout, et puis c'était pas tout à fait en France, mais c'était, que j'avais pas vu mon rêve qu'on était en France, hein. Ouais. Vous avez vu quoi dans ce rêve concernant Tchernobyl, par exemple? Ah oui, alors là, tous les gens étaient habillés en blanc. Oui. Et puis, ce qui était bizarre, et puis avec beaucoup d'eau, c'est-à-dire, ils essayaient de protéger la population, mais avec beaucoup d'eau. Et eux, ils étaient en blanc, ils nous repoussaient, enfin, ils essayaient de nous protéger, je pense. Et puis, quelques temps après, il y a eu... mais là, j'avais pas... C'est toujours pareil, je savais pas du tout que ça allait... que c'était Tchernobyl, quoi. Ouais. Et c'est arrivé... Vous avez fait ce rêve combien de temps avant le drame de Tchernobyl? Bien 2-3 mois
mois avant. Moi, j'ai toujours des flashs, parce que moi, le temps que ça, je sais pas, il y a toujours, on dit, des fois ça persiste, ça insiste. Puis voilà, moi, je sais pas, voilà, donc, c'est pour ça que quand j'ai écouté votre émission, je me suis dit que ça c'est génial, je pourrais au moins en parler parce qu'on a envie de le dire à quelqu'un. Ouais. Et c'est pas évident. Et c'est ouais, bon, il y a eu cette grue, c'est pareil que je cherchais partout. Dès que je voyais une grue, je me disais, oh là là, faut pas que je passe en dessous parce que je croyais que c'était pour moi. Puis que j'ai entendu cette grue sur cette école, c'est vrai que, par contre, j'en avais parlé à mon copain à cette époque et il m'a dit, ah bon, c'est tout. Puis voilà, c'est vrai. Oui, c'était le fait divers concernant une grue sur un chantier qui jouxtait une école et la grue était tombée sur l'école, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Voilà. Et je l'ai noté au fur et à mesure que vous nous avez raconté vos différents rêves prémonitoires. Vous faites ce rêve en règle générale toujours 2-3 mois avant? Oui, toujours, oui. On m'avertit, voilà. Je suis avertie qu'il va avoir ça. Mais je suis impuissante parce que je ne sais pas à qui en parler. Je parle à mes, c'est pas des amis, parce que les amis, vous savez, des fois, ils vous prennent pour quelqu'un de pas bien, quoi, de taré, quoi. Ouais. La diablesse. Voilà, on me disait souvent que j'étais une diablesse. Parce que quand je disais, tiens, j'ai vu ça. Vous voyez, quelque chose de tout bête. J'avais rêvé les radars. Les radars. Les radars pour les voitures, vous voulez dire? Ah oui, les radars, pas les radars pour les voitures, mais les radars, les appareils qu'on met, vous savez, sur les autoroutes, là, pour oui, c'est ça. Oui. Je l'avais vu, ce rêve, un rêve. J'ai eu des quelques flashs. Et puis j'en parlais comme ça, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, on va être flashé sur une potence. J'ai dit, tiens, ils vont nous mettre des flashs. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, on va nous mettre, ben voilà, donc, vous voyez, donc, c'est pour ça que, voilà, donc j'en avais parlé à mon copain, je lui ai dit, c'est bizarre, tu vas voir, on va être embêté, on ne pourra plus rouler, il me dit, mais non, arrête, et tout ça, et puis en effet, maintenant, on les a, ces radars, qui nous flashent. C'est clair. Et puis bon, en même temps, c'est pour la sécurité, enfin, pour notre sécurité, finalement. On râle, c'est normal, mais en même temps, c'est pour notre sécurité. Voilà, mais j'avais eu ce rêve prémonitoire, quoi, de ces futurs radars. Et là, vous nous avez dit en début de notre conversation que ça s'était arrêté depuis quelque temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez quelque temps? 1 an, 2 ans? 2 ans, depuis la mort de mon père, j'ai plus de flash. Vraiment, j'ai plus de flash, mais par contre, j'ai autre chose. Je ressens les tremblements de terre. Par contre, j'ai essayé de chercher la raison pour laquelle je ressentais les tremblements de terre dans ma chambre, ça je comprends pas. Et des fois, ça me réveille. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai une secousse dans mon lit, voilà. Et quand je demande par exemple à la voisine, parce que j'habite dans un appartement, elle me dit non, moi j'ai rien ressenti. Alors je me suis dit, peut-être que ma chambre est située sur une zone où, voilà, j'essaye de trouver des solutions. Et chaque fois qu'il va y avoir un tremblement de terre quelque part, je le ressens. Donc il y a ça, donc ça se manifeste autrement. Ouais. Et puis, comment dire... Et puis, oui, je vous disais aussi que j'étais une météo ambulante. Voilà, je prévoyais la météo avant que ça passait à la télé ou que, voilà. Mais ça, c'est peut-être, enfin, je veux dire, la météo ambulante, je connais plusieurs personnes qui, lorsqu'ils ont mal à une épaule, nous disent 48 heures avant, ah bah tiens, là, il va pleuvoir. Ah, moi, non, c'est pas comme ça, moi. Moi, je me gratte l'oreille. C'est-à-dire, j'avais un chat. C'est comme les chats, c'est ce que j'allais vous dire, oui. Justement, je grodais mon chat, j'ai dit, mais dis donc, c'est moi qui fais ton travail, qui fais le travail à ta place. Donc c'est moi qui me grattais l'oreille. Alors quand et ça c'est, avant je faisais pas attention, et depuis quelque temps je commence à le marquer, et 2 jours après, si par exemple, je sais pas moi, il fait une neige, il fait très froid, et puis je sais pas, la météo dit quelque chose, eh ben moi, si j'ai l'oreille droite qui me gratte, c'est qu'il va faire beau, voilà, il va faire, voilà. Ouais. L'histoire de chat, c'est peut-être ça dont Théophile nous parlait tout à l'heure. Il a pensé à un chat. C'est peut-être vous, ce fameux chat, finalement. Peut-être. Ah oui, peut-être. On ne sait jamais. Daniel, vous restez avec nous. Une pause et on se retrouve avec Renaud Évrard et Pierre Massias, mes 2 spécialistes invités, pour discuter de tout ça avec vous. 0826 300 300.
Si vous aussi vous vivez des phénomènes paranormaux, eh bien n'hésitez pas à nous appeler, Morad est au standard, pour recueillir vos témoignages afin que vous puissiez passer à l'antenne. Et s'il n'y a pas assez de place ce soir, demain soir, nous consacrons également cette émission à vos témoignages. Donc vous nous appelez 0826 300 300 ou vous nous envoyez un SMS au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange. Avec Daniel qui a vécu quelques rêves prémonitoires qui semblent tout à fait intéressants. Et à propos des radars dont vous nous parliez, ma chère Daniel, nous avons reçu un SMS qui dit ceci, je vous le lis. Moi aussi, quand je roule trop vite, j'ai un flash. Moi, je trouve ça très drôle, finalement. Oui, c'est très Alors, revenons quand même à des choses plus sérieuses vous concernant, ma chère Daniel. Là, je passe la parole à Renaud. Renaud Évrard, que pensez-vous de ces rêves dont nous a parlé Daniel? C'est très étonnant, j'avais jamais entendu une personne qui rapporte autant de rêves qui ne la concernent pas. Pas directement, c'est ça, c'est vraiment des rêves sur des événements médiatiques. Je me demandais déjà si, bonsoir Daniel, si vous avez vraiment un intérêt particulier pour l'actualité. Pas du tout, parce qu'à l'époque j'étais jeune, non, pas du tout. On n'avait pas de radio ni de télévision, non, pas du tout. Vraiment, non, c'est arrivé comme ça, quoi, voilà. Parce que là, vous me semblez avoir une sorte de vocation de journaliste de l'inconscient collectif, ou je ne sais pas comment dire. Justement, j'avais rêvé aussi, j'ai oublié de le dire, je ne sais plus si c'est Johnny Hallyday ou Hervé Villa, qui avait eu un accident. J'avais vu, et puis quelques temps après, il est passé à la télé, et en effet, il avait le bras cassé, il racontait ça. Alors que, vraiment, c'est pas, non, je m'intéresse pas du tout, enfin, maintenant, c'est vrai que, on a l'actualité, on a la télévision, la radio, mais à cette époque, non, pas du tout. Et quand même, pour le sous-marin, vous avez cherché à vérifier, c'est pas tout le monde qui le ferait, quoi. Non, c'est-à-dire, je l'ai entendu récemment, je crois que ça fait 2 ou 3 ans de ça, ils en ont parlé, et ça m'est revenu. Je me suis dit, voilà, mon rêve, voilà, le rêve que... Et en plus, quand le journaliste a dit tel endroit, pas loin de la côte bretonne, je me suis dit, voilà, c'était exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. On me montrait où ce sous-marin avait disparu, voilà. Et quand vous dites que vous ressentez des tremblements de terre, quel type de tremblement de terre? Parce que c'est vraiment très courant, il y en a souvent dans le monde. Oui, c'est-à-dire que j'ai mon lit qui tremble. J'ai le lit et ça me réveille. Et après, dans la journée ou le lendemain où quelqu'un me dit, t'as pas entendu, il y a eu un tremblement de terre, tel endroit. C'est tout. Voilà. Donc, vous voyez, je sais pas. Moi, je pense que je suis peut-être là pour sauver comme vous dites, des vies, des gens. Je n'ai pas dit ça, mais c'est vrai que on peut penser qu'il pourrait y avoir une utilité. Parce que si vous et d'autres personnes, par exemple, qui auraient les mêmes expériences, se mettaient en contact et, par exemple, je ne sais pas, tenaient un blog sur Internet, même si c'est vrai que c'est rarement des informations qu'on pourra utiliser de manière fiable, mais pourquoi pas, on peut imaginer, peut-être avec un peu d'entraînement, de faire une sorte de système d'alerte. J'avais pensé, parce qu'on m'avait parlé, justement, quand j'en parlais un petit peu de tous les, parce que là, j'ai pas tout raconté de tout ce que j'avais rêvé, mais quand j'en parlais, on m'a dit qu'il y avait un endroit où on mettait toutes ces personnes ensemble, parce qu'il paraît qu'on pouvait vraiment, mais on m'a jamais dit quel endroit, on m'a dit que ça doit exister. D'accord. Et puis j'ai pas cherché, voilà. Ce qui existe, ce qui est intéressant, c'est le projet de conscience globale de Roger Nelson, donc c'est un Américain. Lui, en fait, il a utilisé des machines qui mesurent le hasard. Il en a disposé un peu partout dans le monde. Et il se rend compte que le hasard varie localement, suivant un peu, et même globalement, suivant des événements importants. Par exemple, le World Trade Center ou la mort de Lady Di. Donc c'est un peu comme vous, c'est peut-être des choses comme ça qui sont perçues un peu en avance. Mais c'est vrai que lui, il a jamais réussi. Il a réussi à montrer qu'il y avait des résultats, des résultats bizarres au moment de grands événements, mais il n'a jamais réussi à prédire des événements. Enfin, justement, c'est très problématique, ça. Oui, c'est vrai que je sais pas comment le définir. C'est vrai que, disons que on est un petit peu l'ange gardien de pas du monde entier, mais presque, parce que comme moi j'ai pratiquement fait le tour, avec le sous-marin, Tchernobyl, la grue. C'est vrai, si je fais le tour, le pape, et sans compter le reste que je
j'oublie, Mais est-ce que vous arrivez à évaluer le nombre de fois où vos rêves ne se réalisent pas, où il y a vraiment ces... Voilà, quoi. Non, jusqu'à présent, non. Tous mes rêves se sont réalisés. Justement, ça me faisait peur, justement. Ça me faisait peur. Le plus vraiment qui m'a un petit peu frappé, parce que d'habitude je rêve jamais des gens autour de moi, parce que il paraît que c'est très rare, hein, les gens qui on rêve toujours au-delà, mais on rêve jamais sur soi, quoi, ou dans la famille. Oui. Et là, à cette époque, j'avais mon ex-copain. Et puis je lui raconte les rêves que j'ai rêvés, parce que je lui dis, tiens, c'est la première fois que je rêve de toi, mais il y a quelque chose qui va t'arriver, fais attention et tout. Oh, ben, comme d'habitude, oh, ben, tu m'embêtes, enfin bref. Et donc, il part travailler, et puis il revient le soir avec tout figé, tout vraiment pas bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bon, tu sais, ton rêve s'est réalisé. Tu m'avais parlé de blé, de fait de verdure, enfin moi, je lui expliquais grosso modo. Et en effet, c'était une grosse machine que son patron avait achetée, qui coûtait une fortune, et pour aider l'ouvrier qui était là, il a fait manœuvrer, et cette machine s'est cassée. Et ben voilà, donc il a perdu son travail et il me dit, ben, tu vois, si je t'avais écouté, voilà, vous voyez, et c'était la première fois de ma vie, c'était vraiment parce que il devait éviter de le faire, et puis voilà, il m'a pas écouté. Et, ouais. Voilà. Et c'est bien fait pour lui, voilà, il avait qu'à vous écouter. Et alors après, il a commencé à avoir peur, hein. Alors là, il a commencé, ah oui, vas-y, le prochain coup que tu rêves de moi, tu me le dis à l'avance. Ah oui, et puis un rêve aussi, ah oui, alors là, ça m'avait fait des ennuis. C'est que j'avais rêvé d'une collègue de travail. Moi, j'étais partie en vacances, et elle, bon, elle travaillait, et puis voilà, c'est tout. Je rêve d'elle, et tout ça, et puis, tout bêtement, quand je l'ai eu, quand je rentre, j'ai dit, oh là là, fais attention, je rêvais de toi, c'est passé à travers un pare-brise. Puis c'est tout, moi, innocemment. Je vous assure que ça m'a fait des problèmes, parce qu'en effet, l'accident lui est arrivé. Eh ben, m'en a voulu en me disant que c'était moi qui lui avais envoyé, enfin voilà. Donc, c'est pour ça qu'on me disait... Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible, justement, que ça ait une influence? Ben non, je ne pense pas, non. Enfin, non. Moi, je lui ai dit gentiment que j'ai rêvé de toi, fais attention, comme avec mon copain avec son appareil, et ben voilà. Mais j'ai pas pensé. Et depuis, et puis c'est vrai, ça m'a un petit peu coupé, parce que quand je voyais quelque chose, je voulais le dire à la personne, mais je disais plus rien. Ouais. Je me taisais, parce que ça m'a apporté pas mal d'histoires, pas mal de problèmes, parce que les gens ils comprennent pas, ils disent t'es folle. Ouais. Daniel, je passe la parole à Pierre Massias. Oui. Bonsoir Daniel. Bonsoir, Pierre. Oui, bon, vous êtes quelqu'un qui manifestement en rêvait beaucoup, qui rêve beaucoup de choses, mais que vous remarquez arriver ensuite. Oui. Le problème, alors, le problème que je vois dans votre témoignage, c'est en fait le manque de précision dans les rêves. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Je sens que Pierre va être désagréable. Là, je sens que tu vas être désagréable. Du tout. Oui, mais c'est que je les ai pas notés. Je pensais pas du tout qu'un jour quelqu'un m'écouterait, quoi. Moi, je faisais mes rêves. Mais ça, c'est le lot généralement des gens qui font justement des rêves prémonitoires. On a du mal à investiguer, à documenter les cas après coup et surtout des années après, par manque de notes, par manque de souvenirs, d'ambiance, etc. J'ai extrêmement peu remarqué parmi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui disaient faire des rêves prémonitoires ou avoir des expériences psy d'ordre général, j'ai extrêmement peu rencontré de personnes qui tenaient vraiment un cahier où ils décrivaient au jour le jour ce qui leur arrivait. Et ça apporte énormément d'éléments aux gens qui veulent creuser ces cas-là. Ouais. Et si on pouvait conseiller aux gens comme vous qui vivez des phénomènes, des situations extraordinaires, c'est systématiquement de les consigner le plus tôt possible. Quand vous faites un rêve, qu'il vous marque au réveil, quand vous sentez au réveil que vous avez fait un rêve marquant, généralement ce sont des rêves forts. On garde un sentiment de réalité, un sentiment de réalité, oui, très très fort. Oui. Dès que vous avez ce ressenti, dès que vous vous dites ça peut être un rêve prémonitoire, consignez-le quelque part, aussi précisément que possible,
et juste au moment du réveil. En plus, vous allez gagner en fiabilité sur le souvenir. Et après, on pourra comparer, confronter ce rêve à une réalité, à un événement réel. Hein, ensuite. Ouais. Ça, c'est pour la méthode. Voilà. Oui, c'est vrai, il a raison, non, c'est vrai. Ma fille me l'avait dit quand je lui ai raconté un petit peu. Ma fille me dit, maman, mes consignes et tout ça, c'est un cahier, mais c'est vrai que, bon, voilà, Alors, dans votre témoignage aussi, on rencontre ce qu'on a rencontré d'ailleurs aussi dans le témoignage de Théophile tout à l'heure, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance principalement face à ce rêve. Oui, tout à fait. Ça, c'est général. Alors, bon, c'est toujours, ou plutôt, c'est jamais évident à dire ou à faire, de tenter de rester, de prendre de la distance malgré tout par rapport à ce rêve. Ce sentiment d'impuissance, il s'associe souvent à un sentiment de responsabilité. À moins que Renaud ne me contredise, dans la littérature parapsychologique, je ne me souviens pas de rêve qu'on aurait dit prémonitoire et qu'on aurait pu associer à la génération d'un événement catastrophique. Non, c'est justement ça. On ne fait rien dans son rêve finalement, on le perçoit. Voilà, on est receveur, on perçoit simplement. Voilà. Donc, ce sentiment de responsabilité va apparaître parce qu'il est naturel. Mais il faut arriver à s'en détacher, à se raisonner par rapport à lui, à se dire non, je n'ai fait que recevoir une information incomplète ou partielle, et le fait de découvrir finalement qu'elle a une correspondance dans la réalité, ça ne veut pas dire que je l'ai générée. Voilà. Non, parce que vraiment ça arrive, je m'attends pas, quoi, disons. Ouais. Mais justement, Daniel, concernant la fréquence de ces rêves, là, vous nous dites que ça fait quelque temps que vous n'en avez plus fait. Non. Et précisément depuis la mort de votre père. Tout à fait. Depuis la mort de papa. Ça a une relation, à votre avis? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est vrai que. Parce que c'est vous qui nous l'avez dit, hein. C'est pas moi qui l'invente. Là, c'est vous qui avez dit. Non, c'est vrai. Depuis quelque temps, non, je rêve de plus rien du tout. Voilà. Faut dire aussi que peut-être que je suis un petit peu perturbée, je sais pas, mais non, je rêve plus de rien qui se passe dans le monde, plus rien. Ouais. Plus rien. Voilà. Comme si la source s'était tarie, quoi, en quelque sorte. Peut-être. Ouais. Peut-être, parce que c'est vrai qu'à force de garder ça en soi et puis de ne pas pouvoir en parler, il n'y a qu'avec nous, quand j'ai entendu cette émission, je me suis dit, ça c'est génial, ça me concerne, ça c'est tout moi. Alors c'est pour ça que j'ai osé appeler pour essayer. Et là je vous dis, je suis pas bien là, je tremble, je suis pas bien du tout, parce que c'est vrai, on peut peut-être sauver pas l'humanité, mais sauver quelques vies, quoi. Oui, alors justement, quand on rêve de ça, quoi, de ce genre de. Personnellement, j'aimerais revenir sur cette notion d'utilité de ces rêves prémonitoires, ou de cette sensation à votre réveil de tremblement de terre à venir. Chercher une utilité à ce genre d'événements, c'est extrêmement difficile parce que le ressenti est difficilement compréhensible. Je veux dire par là que le sens de l'événement n'est pas, la plupart du temps, difficile à cerner. Oui. Je veux prendre comme exemple marquant le cas que nous a raconté Yolande de Châtelet, qui est voyante sur Toulouse, qu'on a accueillie ici, et qui s'est, je veux dire, non, elle n'a pas découvert sa faculté de cette manière-là, mais disons qu'elle a eu un jour une voyance extrêmement forte, où elle disait qu'elle voyait une petite fille se noyer. Et qu'elle était regardée par le monde entier. Et jamais, à ce moment-là, elle n'a pu. Alors, la situation est quand même, il faut l'imaginer. Imaginez l'image que pouvait avoir Yolande dans sa tête de cette petite fille qui se noyait, les gens impuissants, ce nombre de spectateurs, et jamais à aucun moment personne n'a pu avoir l'idée d'un événement naturel quelque part sur la planète, à un point précis de la planète. Donc, je cite cet événement pour dire qu'il est très difficile de trouver l'utilité, dans le sens, je fais un rêve d'un tremblement de terre,
Il faut aussi avoir le lieu, il faut aussi avoir le moment, et c'est pas toujours non plus évident de convaincre les gens qui pourraient effectivement apporter un secours, parce qu'on imagine d'ailleurs lors des grandes affaires judiciaires, où on recherche en particulier un enfant disparu, les policiers reçoivent énormément de courriers, énormément de témoignages de voyants, de radiesthésistes et tout ça. Sûr. Et il faut dire qu'ils n'en tiennent pas vraiment compte. C'est dommage. Le problème, c'est qu'il y en a d'abord beaucoup. Il faut les traiter, il faut savoir les traiter. Dans ces beaucoup, je suis désolé, mais il y a beaucoup de charlatans. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Vous voyez par exemple le cas de cette petite fille, on n'en parle plus guère, mais il y a toujours une association qui existe et qui est très active. Cette petite fille qui a disparu il y a quelques années, qui habitait aux alentours d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Je sais que la cellule de gendarmerie qui s'est occupée et travaillé avec acharnement pour retrouver cette petite fille a exploré quelques pistes qui leur ont été données comme ça par des radiesthésistes ou des voyants, mais sans trop de succès, sans succès du tout d'ailleurs, malheureusement. Oui. J'ai eu des échos justement de ce cas-là, et je crois savoir que les gendarmes se sont lassés d'explorer des pistes inefficaces. Et ce qui est humain, ce qui est tout à fait humain. Ce qui est humain. Malheureusement, ils peuvent passer à côté d'informations intéressantes si le phénomène-ci est présent chez la personne qui témoigne. Oui, mais là, justement. Comment convaincre si ce n'est en apportant de la précision? Ma chère Danielle, si vous permettez, je vais vous proposer quelque chose pour conclure, parce que d'autres témoignages nous attendent. Si jamais il vous semble, à l'avenir, que vous faites un rêve particulier, concernant un événement, à ce moment-là, vous les rédigez sur une lettre. D'accord. Vous fermez cette lettre, d'accord. Entendu. Vous mettez cette lettre dans une autre enveloppe. Oui. Et vous fermez le tout, vous nous l'envoyez à mon adresse, à Sud Radio, Les Aventuriers de l'Étrange, avec un petit mot en me disant voilà, j'ai écrit une lettre dans la deuxième enveloppe que vous trouverez à l'intérieur, avec un rêve prémonitoire que j'ai fait concernant, par exemple, je sais pas moi, un déraillement ferroviaire, je dis ça au hasard. Voilà, avec des précisions, j'ai noté tout ça. Si jamais il y en a un qui arrive d'ici quelque temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ouvrez à ce moment-là l'enveloppe, lisez la lettre et voyons si j'ai trouvé quelque chose. D'accord ? D'accord. Bon, je compte sur vous. C'est dommage que je vous ai pas connu avant. Eh oui, mais en 71, j'étais tout gamin, je faisais pas encore de la radio. Je vous souhaite une bonne fin de soirée en tout cas, Daniel. Merci beaucoup, Louis. Merci pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous allons écouter le témoignage de Pascal, qui est du Lot-et-Garonne, qui lui a vu une apparition de manière assez fugace, intéressante, et il en a fait un dessin. Et vous allez comprendre, Pierre et Renaud, pourquoi son témoignage est tout à fait passionnant. On va le retrouver juste après la pause. 0826 300 300. Continuez à nous appeler si vous avez vécu quelque chose qui est de l'ordre du paranormal, car même si vous ne pouvez pas passer ce soir à l'antenne, demain soir, l'émission est consacrée à vos témoignages, 22h30, minuit, juste après la soirée consacrée aux élections législatives. 22h30 minuit, donc demain, dimanche soir, consacré également à vos témoignages. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange. Samedi et dimanche prochain, ne ratez pas cet événement. Les aventuriers de l'étrange seront en direct depuis le Salon du livre ésotérique et philosophique de Condom dans le Gers, un salon qui va accueillir 10 conférenciers, 2 expositions, une consacrée à la calligraphie arabe et l'autre sur les mandalas. Là, on sera plutôt dans le bouddhisme. Et d'ailleurs, je vous donne le site pour tout savoir sur cet événement, salonliber.org, salonliber.org. De nombreux
nombreux invités vont se succéder au micro des aventuriers de l'étrange. Je vous parlerai d'une énigme historique concernant le Baphomet des Templiers. Nous parlerons également de chamanisme, nous parlerons des anges, nous parlerons de la Kabbale, nous parlerons de mandala, de calligraphie arabe également, bien entendu. Donc, samedi et dimanche prochain, 23 et 24 juin, je serai en direct depuis le Salon du livre ésotérique et philosophique de Condom, dans le Gers. Un autre témoignage, Pascal d'Agen va venir nous rejoindre. Sud Radio. Témoignage. Pascal, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre, Pascal. Alors vous nous appelez parce que vous avez été témoin d'une apparition il y a quelques années maintenant, cette histoire. Non, il n'y a pas quelques années, il y a quelques mois. Oui. Ça a été aux alentours du mois de février-mars dernier, donc c'est très récent. Oui. J'habitais en Bretagne et j'ai rejoint ma compagne dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agen. Ouais. Et en attendant d'avoir donc notre logement, on a habité quelque temps chez sa maman. Et ça s'est produit 3 fois exactement. 3 fois, le soir en allant me coucher à l'étage, en allant rejoindre ma compagne, j'avais une sensation d'avoir quelqu'un dans le dos. Ouais. Et je me retourne, mais bon, je voyais rien, quoi. Enfin, la première fois, j'ai pas fait attention, quoi. Et la deuxième fois, j'ai commencé à voir un truc, mais ultra fugace, quoi. Alors, je me suis dit, c'est l'ombre à travers les volets, c'est quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à questionner un peu ma compagne en disant, cette maison, qui habitait là avant ta maman, machin, enfin, me posais des questions, mais j'allais vraiment pas plus loin, quoi, parce que j'avais vraiment pas envie qu'on prenne pour un fou furieux. Bah oui, évidemment. Et une troisième fois, mais toujours sous les coups de 11h, 11h30, et ça, je m'en souviens très bien, c'était un samedi. Je monte, il devait être, je vous dis, entre 11h et minuit. Et là, franchement, j'ai senti une présence dans mon dos. Je me suis retourné et j'ai vu, alors, je vais dire une forme, passer de la porte d'entrée et se glisser sous l'escalier, partir sous l'escalier, derrière le piano qu'a ma compagne. Et voilà. Mais là, j'ai réellement vu une forme. Je vais dire une forme. Ni plus ni moins. Ouais. Et le lendemain... Mais ça a été très fugace, cette forme, je veux dire, ça a été... Ah ouais, ça a été en quelques secondes, quoi. Enfin, on va dire 2-3 secondes, quoi. C'est passé. Oui, d'accord. Et sans plus, voilà. Et le lendemain, à table, à midi, bon, là, du coup, je questionne la maman un peu. Et puis, j'ose le dire, je dis, voilà, j'ai vu passer quelque chose dans mon dos hier, qui est passé de la porte d'entrée à sous l'escalier, une forme. Et là, d'un coup, ma compagne se lève, quitte la table, me dit, n'en dis pas plus, elle va chercher un papier, un crayon, pour moi, et un pour elle. Elle me dit, dessine cette forme. Et de mon côté, je dessine la forme. Elle gribouille son papier de son côté, et au moment où on dépose ce papier sur la table tous les deux, les formes étaient tout à fait identiques, et c'est là où elle m'apprend qu'elle-même, quelques temps avant, on va dire 8 à 10 mois avant, avec un ami à elle le soir, ils se sont interrompus pendant leur discussion parce qu'ils ont vu cette forme-là, et cette forme qu'on a dessinée chacun de notre côté sans même se concerter était identique. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire cette forme puisque vous l'avez dessinée? Oui, alors elle était de forme triangulaire, on va dire un grand triangle rectangle, grosso modo, à peu de choses près. Ouais. J'ai vu le haut plus que le bas, mais elle me paraissait triangulaire sur la partie supérieure, assez haute. Et voilà, quoi. C'était ni une ombre, il n'y avait pas d'effet de lumière, je pense pas, quoi, parce que j'ai bien regardé quand même. Mais je peux pas vous en dire plus, quoi. Voilà. Et ce qui m'a paru le plus étrange dans tout ça, c'est que ma compagne et moi-même avons dessiné une même forme, alors que elle aussi, avec un de ses amis 8 ou 10 mois avant,
ont vu la même forme, puisqu'on a dessiné la même chose, et on ne s'était jamais concerté sur ce sujet-là auparavant. Ouais. Là, vous nous avez parlé de votre compagne, mais sa mère, quelle fut sa réaction? Elle a eu très peur, parce qu'elle a vu qu'on était très sérieux tous les deux quand on parlait de ça, qu'on s'est mis à parler de ça. Ouais. Et la réaction de ma belle-mère... Parce que c'est elle qui vit là-bas, finalement. Ah, c'est elle vit dans cette maison. Elle vit dans cette maison. Oui, d'où sa frayeur, je comprends. Enfin, alors, elle avait mis après un crucifix derrière le piano, enfin bon, enfin plein de choses comme ça. Ah, on se rassure comme on peut, c'est normal. Mais voilà, c'est ça. Alors moi, ça me faisait rire, mais c'est vrai que je ne sais pas ce que c'est. Ça paraît étrange, et donc apparemment, on a été trois personnes qui ne se connaissaient pas à l'époque, enfin hormis ma compagne et un de ses amis, avoir vu exactement la même chose, quoi, puisque les formes étaient rigoureusement identiques. Ouais. Et vous êtes resté combien de temps chez votre belle-mère? On est resté, on va dire 3 mois, le temps de trouver un logement sur la région, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Donc une période relativement courte. Hein. Ouais. Et durant ces 3 mois, après cette confrontation des dessins, je cherchais mon mot, vous avez revécu ce type de phénomène? Est-ce que vous avez eu ni même les sensations d'être épié dans le dos? Non, enfin, sauf quand quelqu'un lit le journal que je suis en train de lire, et qu'il est en train de le regarder par-dessus mon épaule. Oui, ça c'est très pénible. C'est assez pénible. Et ben, vous voyez, cette sensation-là, c'était la même. La sensation d'avoir quelqu'un dans le dos. Et ben, voilà. Et vous retournez, il n'y a rien à part j'allais dire un nuage, ou je sais pas, un truc fugace qui passe comme ça, mais réellement, ça passe, quoi. Ouais. Il y a vraiment un truc. Alors je me suis dit, il y a du gaz dans le sol, je sais pas. Il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Les 2 premières fois, on dit oula, il est temps d'aller se coucher, je suis fatigué, je vois des trucs. Mais la 3e fois, ça a été, on va dire que ça a été au niveau de la vision beaucoup plus concrète, quoi. Ouais. Mais une fois que vous avez fait ce dessin, le phénomène ne s'est plus produit. Le phénomène, moi, sur les 3 mois où je suis resté dans cette demeure avec ma compagne et donc ma belle-mère, ça s'est produit 2 fois très rapprochées, une fois et la 3e fois un peu plus tard, mais d'ici là où on habite, non. Ouais. Ce phénomène ne vous a pas suivi dans votre nouveau lieu, par exemple? Ah non, pas du tout, non, absolument pas. Et votre belle-mère ne vous a pas fait état de ce phénomène? Pas vraiment, non. Elle a sûrement autre chose à penser, peut-être, ou je sais pas. Oui. Je n'en sais rien. Mais sur le fait, du coup, je me suis aperçu que j'étais pas seul, et qu'en fin de compte, on avait été 3 à avoir vu ce même phénomène. Oui, tout à fait. Voilà. Renaud, que pensez-vous de ce témoignage? Eh ben, c'est apparemment une belle objectivation d'une apparition. C'est vrai que Qu'est-ce que ça veut dire, objectivation? Objectif, c'est-à-dire que certes, on a souvent ces récits de sensations de présence, surtout dans une maison qu'on connaît pas. Alors après, ça prend des proportions. Généralement, on sent, par exemple, qu'on nous a mis la main sur l'épaule, on sent que quelqu'un passe derrière nous, on voit même des ombres. À la limite, ça peut rester très, très subjectif finalement. Mais là, on se rend compte que si plusieurs personnes disent avoir vu la même chose, c'est une objectivation, au sens vraiment plat, classique du terme. Hein. C'est-à-dire que le dessin, je vous ai dit, le bout de papier blanc qu'on a posé en même temps sur la table, le dessin était rigoureusement identique. Cette forme triangulaire. C'est très étonnant d'ailleurs, cette forme qui m'a pas l'air très, très humanoïde, très claire en fait. Et c'est assez étrange. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez la rapprocher de quelque chose d'autre. Ça vous a fait penser à quoi, vous? Moi, personnellement, à quoi ça m'a fait penser? Après, on fait plein d'hypothèses, mais c'est après, parce que quand on en parle, on dit tiens, c'est peut-être un homme avec une capuche. On pense aux moines, on pense à plein de choses, mais de
chose, enfin, de le dessiner, ça a été cette forme-là. La forme basique et primaire a été ce triangle. Mhm. Ouais. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est vrai que maintenant, quand je rentre, quand on va faire un petit coucou à Jolie Maman, je regarde toujours le soir entre la porte et le couloir et sous l'escalier, voir s'il n'y a pas le truc qui va repasser. Oui, quoi. quand même, oui. Oui, parce qu'on peut pas. C'est tellement étrange, enfin c'est tellement bizarre Ouais. que on essaye de retrouver ce phénomène et se dire tiens, est-ce qu'on va le revoir une fois pour en être encore de nouveau un peu plus sûr. Mhm. Ouais, oui, tout à fait. Tout simplement, c'est Ouais. alors moi je ne vais pas à la chasse aux sorcières ni à la chasse aux fantômes, mais bon ça c'est cette sensation, je peux vous assurer elle était bien présente quoi. Mhm. Renaud, peut-on parler d'apparition dans ce cas précis? Oui, je pense que ce serait le terme qui serait valable. On a vraiment le contexte qui s'y prête. Et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas gênant. Enfin, on a l'impression que ça fait déjà partie de la maison, quoi. Que c'est. Enfin, Jolie Maman, comme dit Pascal, a quand même mis un crucifix derrière le piano, quand même. Mais oui, mais c'est un geste d'accueil aussi. Enfin, Je sais pas si c'est un geste d'accueil. Je suis pas persuadé non plus. Une sorte de vadé rétro-satanas, mais j'en sais rien. Mais bon, le fait est ce crucifix a été présent, parce que bon, vu que le piano est parti, le crucifix n'est plus là. Ou alors elle l'a bien caché, j'y ai pas fait attention, j'ai fait attention. Mais et puis j'ai cherché à savoir s'il n'y avait pas eu d'autres baptistes autrefois faites ici, qui avaient habité, parce que après, avec tout ce qu'on peut entendre, les recherches, les gens qui vous disent quelqu'un est mort là, c'est peut-être elle revient parmi nous de temps en temps. Où il y a eu. Et ces recherches ont-elles donné des pistes intéressantes? Non, parce que j'ai questionné pas mal de gens autour, des amis, leur demandant est-ce que vous connaissiez les gens qui habitaient là avant. Alors ils les ont connus, mais qui sont restés que très peu de temps dans cette maison avant de la revendre, et ainsi de suite. Donc bon voilà quoi, ça s'est arrêté là quoi, tout simplement. Mais ça donne envie de creuser quoi, le sujet. Non, pas la maison, le sujet. Ah oui, parce que il y a des gens qui n'hésitent pas à creuser la maison, parce que quitte à chercher, pourquoi pas dans la cave. Mais il n'y a pas de cave. A priori, il n'y a pas de cave. Peut-être qu'il y en a une qui a été... C'est le long de la Garonne, et à mon avis, si on creuse un peu, on va tomber sur le pied de la rivière. Est-ce que, par exemple, vous avez envisagé de faire des séances de spiritisme? Non, pas du tout. Parce que je pense que ça, ce serait quelque chose qui pourrait vraiment effrayer. Je sais pas en faire, j'en ai jamais fait, et non, ça m'a même pas traversé l'esprit une seconde. Pierre. Oui, bonsoir Pascal. Bonsoir. Je me demandais en vous écoutant si manifestement vous avez vu simplement une ombre. Est-ce que vous n'avez pas eu, vous avez recherché à qui ça pouvait correspondre du point de vue d'habitants précédents, de personnes qui auraient pu avoir une relation avec l'événement. Manifestement, bon, vous n'avez rien trouvé. C'est pas par hasard si je parle de moine, parce que vu la forme et dont je me suis, j'ai essayé de savoir s'il n'y avait pas eu un monastère autrefois ou des gens d'église qui avaient habité là, enfin plein de choses. Vous savez, on essaye de chercher un peu dans tous les sens à partir de ce moment-là. Et surtout quand on ne sait pas comment faire. J'ai même eu à un moment l'envie de téléphoner à Toulouse, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'en occupent un peu de ces choses un peu paranormales là-bas, pour en discuter avec eux, quoi. Oui. Nous, en l'occurrence. Vous, voilà. C'est vous, oui. Voilà. Et parce que je n'ai pas eu peur, j'ai été surpris, j'ai été étonné. Je pense avoir... oui, ça vous a pas effrayé parce que vous en parlez avec beaucoup de sang-froid et de sérénité, finalement, hein. Peur, je vois pas pourquoi j'aurais peur, et de quoi. La surprise a été là, mais sans pour autant me mettre à courir dans l'escalier en criant au secours, il y a des fantômes.
Mais quand même, n'avez-vous pas associé un sentiment au moment, à cette apparition, à ce moment-là, je sais pas, un sentiment bienveillant, malveillant, étranger, un sentiment quelconque? Non, mais cette sensation de l'avoir dans le dos, et quand vous vous retournez, on a l'impression, oui, si peut-être, avec le recul, bon, qui dit attention, je passe, peut-être. C'est pour ça que on le voit passer, et on est deux, enfin trois à l'avoir vu, quoi. Dont deux qui l'ont dessiné sans se concerter, c'est ça qui est intéressant finalement. La seule personne qui a dessiné ça avec moi, c'est ma compagne. Oui, c'est ça. L'autre personne, je ne la connais pas. Oui, non, mais le fait est que ma compagne, et c'est à ce moment-là, ce dimanche-là, où ma compagne m'a appris que elle-même avait vu une fois, peut-être plusieurs fois, mais je crois qu'une fois, passer un truc, et son ami et elle se sont retournés et se sont regardés en disant, est-ce que tu as bien vu la même chose que moi, quoi. Voilà. Et je regardais après à travers les volets, voir si ça pouvait pas être des ombres de la lune ou des étoiles qui passaient à travers les interstices, mais pas du tout. Absolument pas. Je sens que c'est un dossier qui va se terminer avec un point d'interrogation, ça. Tout à fait, un point d'interrogation. Je peux pas, voilà, moi, je vous ai dit maintenant je peux le dire, ce qu'on a vécu, et je peux pas vous en dire plus, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. c'est la question, elle reste pleine et entière, quoi. L'interrogation, du moins. Si j'ai bien compris, vous avez senti 3 fois quelque chose dans votre dos, et c'est la 3e fois où vous vous êtes retourné que vous avez vu cet ombre passer. Les 3 fois, les 3 fois, j'ai vu passer quelque chose. Mais vous savez, la première fois, c'est bon, on est fatigué, on est toute la semaine sur la route, on se dit bon, bah voilà. La 2e fois, toujours cette sensation dans le dos. On se retourne, on voit bien encore comme une ombre, comme quelque chose. Et la 3e fois, là, je l'ai vraiment bien distingué. J'ai bien distingué ce truc passé, quoi. Je ne peux dire que ce mot-là, truc, je peux rien dire de plus, quoi. Je sais pas ce que c'est. Vous n'avez pas associé ce moment-là à un moment particulier de vos activités, une heure précise, un sentiment de fatigue précis? Non, sans plus. Non. Je pense être en pleine forme. Tout va bien, et que même quand je suis fatigué, j'essaie de garder un peu, surtout pour monter un escalier, les yeux ouverts, quoi. Ouais. Non, c'est voilà. Mais ce qui me paraît le plus étrange, ma compagne est là, si vous voulez, je peux vous la passer. Elle peut aussi bien vous dire ce qu'elle a vécu avec l'ami avec qui elle était le soir où elle a vu ce truc-là, quoi. Ouais. Ce serait effectivement très intéressant. Vous pouvez nous la passer? Ah bah elle est à côté de moi, je vous la passe. Ah bah très bien, comme ça on aura un deuxième angle de vue, un deuxième point de vue rapidement pour essayer de peut-être en savoir un petit peu plus. Je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas, Pascal. Je vous en prie, merci, bonne soirée à vous tous. Et à vous aussi. Et passez-nous donc. Si jamais je vais voir passer. Ah oui. Je vous rappelle, voilà. Flashez-le ce coup-ci. Voilà, exactement. J'allais dire, gardez un appareil photo sous la main, pas loin. Je ne sais pas si on peut prendre des photos de ce genre de choses, quoi. Ah oui, ça se fait, tout à fait. Il existe des photos d'apparition. Ah oui, il y en a de très célèbres. Et puis d'ailleurs au passage, je peux. Sérieux, pas des montages. Ah tout à fait sérieux. Non, on parle pas de montage. Il existe des montages bien sûr, mais il existe des photos prises sur le vif et qui posent encore interrogation aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage qui, j'y pense en passant là, puisqu'on en parle, un ouvrage qui s'appelle Le Troisième œil, qui regroupe des photos paranormales. Il est sorti il y a peu de temps, celui-là ? Il est sorti en 2004, si j'ai bonne mémoire. Il a donné lieu à une exposition sur les photos paranormales à Paris, puis à New York. Et puis, si un jour vous voulez venir avec moi, je vous emmène sur le lieu où ça s'est passé, et puis voilà. Très volontiers. Vous avez mon numéro de téléphone. Oui, très bien. Voilà. Pouvez-vous nous passer votre compagne, s'il vous plaît, Pascal ? Je vous la passe. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir, Pascal. Comme ça, nous allons avoir un deuxième point de vue. Allô ? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, je vous prie ? Patricia.
Bonsoir Patricia, bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Alors, racontez-nous lorsque vous étiez avec un ami en train de discuter et vous avez vu cette apparition à tel point que vous vous êtes tous les deux en même temps arrêtés de discuter pour interloquer par ce que vous avez vu. Mais en fait, déjà, ça s'est passé un petit peu avant. C'est-à-dire que les soirs, lorsque je joue au piano, je sentais comme quelque chose, un vent froid. Il y avait quelque chose de froid à l'endroit où j'étais tout le temps. Et pourtant, tout était fermé. Il y avait rien d'anormal. Mais je sentais toujours quelque chose et je me sentais jamais bien à cet endroit. Et bon, je sais pas, quelques mois après, donc avec cet ami, on était en train de parler. Tout d'un coup, on s'est retourné. On était à peut-être 5-6 mètres de la porte d'entrée. On s'est retournés tous les deux à ce moment-là et on a vu cette forme. Et la forme, en fait, donc elle était, effectivement, on pourrait la décrire comme, une cape, quelque chose de moine, quelque chose comme ça, une grande forme triangulaire, et avec au-dessus un autre petit triangle. Donc c'est vrai que moi je me le suis représenté comme ça. J'ai pas vu, il y avait pas de visage, il y avait rien. Donc c'était gris, c'était un gris assez foncé. Ça me paraissait un petit peu opaque, mais en même temps transparent. Voilà. Alors cette forme, elle est passée de la porte d'entrée, ce qui était un petit peu rigolo quand même, mais de la porte d'entrée, et qu'elle est vers un mur qui était au fond. Et à mon avis, l'autre côté, il y avait une autre personne, puisqu'il y a une autre maison. Voilà. Donc c'était vraiment à chaque fois, même pour Pascal, ça à chaque fois été dans la même trajectoire. Oui, tout à fait. Au même endroit. Au même endroit. Renaud, est-ce que ça apporte un peu d'eau à votre moulin? C'est vrai que c'est étonnant, ces témoignages qui se regroupent à chaque fois, mais c'est vrai que ça reste toujours très difficile à déterminer si il y a vraiment un sens à en tirer, et puis s'il faut avoir peur ou pas, mais là je pense que c'est vraiment des anecdotes, peut-être, mais quand même, d'un autre côté, c'est aussi des expériences très fortes, quoi. Malgré le ton employé, je pense. Oui, parce que c'est vrai que c'est, moi, c'est pas que, non, j'ai jamais eu peur, de ça, mais bon, j'étais quand même inquiète, parce que quand même, je suis restée dans cette maison toute seule, alors j'évitais d'y penser, ça c'est sûr. Oui, je comprends, tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça m'avait vraiment paru bizarre. Mais il y avait toujours cette sensation, et c'était toujours à ce même endroit que... Et je savais pas pourquoi j'avais cette sensation, jusqu'au jour où j'ai vu ça. Et bon, c'est là je me suis dit, peut-être que c'était ça. Est-ce que c'était un passage? Est-ce que... je sais pas, moi je lis pas des livres ésotériques ou autres, donc je me suis pas penchée là-dessus. Mais c'est vrai que lorsque j'en ai parlé à ma mère, moi, la première fois, elle a eu peur, parce que elle m'a dit, je vais vendre la maison. Mais alors, je sais pas, est-ce qu'il faut creuser plus loin? Est-ce qu'il faut se dire que bon, c'est des choses qu'on peut peut-être nous-mêmes finalement projeter à certains moments. Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que c'était quand même 3 personnes différentes qui se connaissaient pas, enfin du moins 2 d'entre elles qui se connaissaient pas. Et que c'était chaque fois la même forme. Vous savez, après tout, les Écossais et les Anglais vivent très bien avec ça. Oui, tout à fait. Eux, ça leur pose absolument aucun problème. On devrait faire un hôtel. Écoutez, ça vous ferait peut-être de la pub finalement. Exactement. Bon, écoutez, nous allons rester, ma chère Patricia, sur ce point d'interrogation, parce qu'il faut reconnaître que des fois, tout aussi spécialisés que nous soyons, on a nos limites et que on peut pas apporter des réponses à toutes les questions. Ce serait très bien. On aurait 3 prix Nobel dans cette émission, mais ça n'est pas le cas malheureusement. D'accord. Ou alors Renaud nous l'aurait caché, mais vous nous l'auriez dit, Renaud. Oui. Je pense. Merci beaucoup, Patricia. Je vous en prie. Je vous souhaite une excellente soirée et mes amitiés à Pascal. Remerciez-le de nous avoir confié ce témoignage. 0826 300 300. Vous pouvez continuer à nous appeler puisque dimanche soir, donc demain soir, à partir de 22h30 jusqu'à minuit, l'émission sera consacrée à vos témoignages, toujours avec Renaud Évrard et Pierre Massias. Et vous pouvez également continuer à nous envoyer des SMS au 72 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez
rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. On en a parlé en tout début d'émission. Nous allons faire un petit point d'actualité avant de se quitter sur cette triste nouvelle qui est, on vous l'annonce d'ailleurs en avant-première, la disparition de l'association belge qui s'appelle la SOBEPS, qui est une association phare dans le monde de l'ufologie qui a travaillé notamment sur la vague belge, la vague d'observation d'OVNI. À tout de suite. Sud Radio. L'actualité de l'étrange. Une réponse à une question d'abord, deux questions qui sont arrivées par SMS. Le SMS dit ceci: merci à tous pour la qualité humaine de vos rendez-vous, merci. Continuerez-vous cet été? Bonne soirée et bonne continuation. Eh bien oui, cher auditeur, je peux vous rassurer quant à la continuation, ça se dit ça? La continuité? La continuité, c'est mieux, peut-être. C'est plus français, je parle. Enfin bref, on va continuer cet été, voilà. Je te laisse avec tes interrogations. Merci. Donc nous allons continuer cet été. On se retrouvera avec grand plaisir, en tout cas en ce qui nous concerne, et vous aussi, je le sais, tous les samedis et dimanches soirs, 22h, minuit. Pierre, je peux rajouter le SMS qui nous voilà, demande la préface justement. complète du livre. David, pouvez-vous nous donner la préface complète, enfin le titre, j'imagine complet, du livre Le Troisième Œil dont vous avez parlé, David, oui, alors, SMS. J'ai pas les références sous la main, mais le titre c'est bien Le Troisième Œil. Oui. Ça a été édité aux éditions Gallimard. Et Le Troisième Œil, voilà. Gallimard, sur Internet, 2004, moteur de recherche. ça doit se trouver. On doit pouvoir le trouver sans aucun problème. Renaud Évrard, peut-être avez-vous en tête l'auteur de ce livre, Le Troisième Œil, chez Gallimard? Non, pas spécialement, non. Je passe aussi. Il y avait plusieurs. En fait, c'était un collectif qui était, c'est ça. qui était organisé. Il devait avoir Andreas Fischer de l'UGPP. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'était organisé par Sophie, dont le nom ne me revient pas. Je suis désolé. Ah, mais les gens trouvent sur Internet, je pense. Tu as jusqu'à demain soir pour nous retrouver. Sans problème. Les coordonnées complètes de ce bouquin. Alors, il nous reste plus que 3 minutes malheureusement, Pierre, pour évoquer avec tristesse cette nouvelle. On l'annonce en avant-première puisque ça n'est pas encore arrivé de manière officielle, mais tu as eu les confirmations auprès des intéressés. Voilà, je ne sais pas comment c'est diffusé encore à l'heure actuelle, mais disons qu'à la dernière réunion de l'association a décidé, la SOBEPS, en Belgique, a décidé donc d'arrêter ses activités, de disparaître, de se dissoudre. Je cherchais le terme exact pour les associations. Ouais. Donc ça devrait se faire fin 2007 environ. Évidemment, j'ai été très surpris de la nouvelle. C'est vraiment extrêmement dommage de perdre une association de cette qualité. Qui a travaillé en collaboration avec le gouvernement belge, il faut le rappeler. Tout à fait. Avec l'armée belge également. On en a beaucoup entendu parler à l'époque de la vague d'OVNI belge, en 1990. Et la SOBEPS a travaillé avec les militaires, a travaillé de manière vraiment très très rapprochée. Évidemment, j'ai demandé confirmation à Michel Bougard, qui m'a bien confirmé cette triste nouvelle. Bien. Donc, espérons qu'une autre association, peut-être, puisse voir le jour et continuer. C'est tout frais, attention, c'est quand même tout frais. Donc, la décision a été prise. Maintenant, les responsables de l'association vont voir comment organiser cette fin de l'association. Mais sait-on jamais. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup espérer que la SOBEPS vive quand même, survive, retrouve des moyens, retrouve une volonté des animateurs qui est la volonté de faire avancer l'interrogation ufologique en Belgique. Il leur faut des sous et des gens. Et il leur faut des gens de qualité et éventuellement des sous. Ouais, ce serait pas mal. Renaud Évrard, merci en tout cas de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et à demain soir. À demain soir alors. Après avoir accompli votre devoir civique, on se retrouvera demain soir à partir de 22h30. Pierre, à demain soir. À demain, oui. Et puis je rappelle évidemment que sur ton site psilande.org, qui est le site des aventuriers de l'étrange, on peut retrouver en téléchargement disponible toutes les émissions des aventuriers de l'étrange. Tout à fait. Elles sont au complet.
Les plus anciennes sont un petit peu plus longues à télécharger que les toutes récentes parce qu'elles sont pas situées au même endroit sur le net. Enfin, elles sont toutes accessibles et elles sont toutes téléchargées. Très bien. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard. Et encore merci à Pierre Macias qui m'a accompagné ce soir et qui m'aide à construire ces émissions tout au long des semaines. Je vous rappelle que samedi et dimanche prochain, je serai en direct depuis le Salon du livre ésotérique et philosophique de Condom dans le Gers, avec un site internet si vous voulez en savoir plus sur ce salon du livre ésotérique et philosophique. C'est Salon Liber en un seul mot, Liber Liber, salonliber.org. À demain soir.